donc à cette conférence de Bruno Sirvet. Donc c'est pour la 22e fête de l'arbre. Donc jugé par le nombre de participants, c'est un sujet qui doit vous interpeller et vous intéresser. Voilà, merci. Sans plus tarder, donc je laisse la parole à Bruno donc, sur le génie de l'arbre. Voilà, merci. Donc on va commencer. Alors voilà le voyage que je vous propose. Alors, on va parler d'arbres. Qu'est-ce que c'est? Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous raconter, c'est trop compliqué et quasiment infaisable de raconter ce que c'est qu'un arbre. On va parler un petit peu de forêt quand même, puisque c'est important. On va parler de ce qui n'est pas hors forêt, ce qui n'est pas forêt, ce qui est hors forêt. Déjà c'est un terme qui est un peu suspect, hein. Vous savez quand on commence à nommer les choses en creux, par défaut, c'est un peu suspect quand même. Ben oui, c'est tellement évident, nos arbres qui ne sont pas dans la forêt, qu'on ne sait même pas comment les appeler. Donc, moi le premier d'ailleurs, vous voyez, hors forêt. Quand on est hors forêt, disons, en contexte non forestier, et on va faire ce petit voyage dans le monde, d'ailleurs, certes, mais d'ici, parce que ici, et y compris ici en Gascogne, mais ici dans la grande Europe, et puis sur la planète tout entière, mais ici, on a quand même beaucoup d'exemples de cette association, de cette présence d'arbres non forestiers, et de cette collaboration fructueuse, on dirait même une synergie aujourd'hui, entre l'homme et l'arbre. Donc ça, effectivement, ça se retrouve beaucoup avec l'agriculture. Ces arbres qu'on a sortis de la forêt ou qu'on a accueillis près de chez soi, près du champ, près de la route, on le verra. Ben, effectivement, c'est surtout pour des usages agricoles, c'est surtout des arbres agricoles et qui vont prendre différentes tournures, que ce soit sous la forme de forêt ou nouveau mot d'arbrement, ce qui n'est pas forêt. Voilà un peu le nouveau mot que je vous propose. Donc effectivement, une grosse part sur ces agroforesteries, sur cet arbre agricole, cette agriculture, et puis les territoires, entre guillemets, au sens large, on va se balader, parce que l'arbre est aussi près de la maison, près des rivières, il est partout. Voilà. Alors voilà le voyage que je vous propose. On va parler de plantes. La plante, ce qui est autre. Être autre. Alors ça c'est compliqué, vous inquiétez pas, on ne va pas trop en parler beaucoup, mais je voulais attirer votre attention sur un aspect, c'est que si on écoutez les deux mots, être, autre, c'est presque la même chose, pas en français vous me direz, mais en fait c'est peut-être pas anodin. Ça signifie peut-être que le fait d'exister, ça veut dire être, pas même, mais être autre. Exister, ça veut dire être singulier, ça veut dire ne pas être différent, et c'est à partir de là qu'il y a possibilité de complémentarité, d'échange, et puis d'évolution. Donc voilà, donc c'est très difficile, je vous assure, j'essaye de mettre un peu de science, ou à l'inverse un peu de poésie, c'est pas l'inverse d'ailleurs, mais un complément là-dessus, mais c'est quand même difficile de réaliser quand je regarde un arbre, pour un studio, que j'en observe une plante, quelle qu'elle soit, de se dire, c'est quelque chose qui est vivant comme moi, qui a une même communauté de traits, hein. Le vivant, on a besoin de s'hydrater, on a besoin de se nourrir, on a besoin de plein de choses communes, mais d'une manière complètement différente. Et c'est assez bouleversant, et aujourd'hui, là je pense à d'autres amis, à nous, comme Ernst Zürcher, qui était là l'an dernier, qui a montré, et qui participe à montrer que, effectivement, c'est cette autre forme de vie, on peut la rencontrer, notamment avec les nouveaux outils de la technologie qui nous prêtent de nouveaux yeux et qui nous permettent d'aborder tout ça. Bon, on va parler de la plante très rapidement, c'est fait, mais on va parler d'une plante un peu particulière, d'une super plante, une plante, je le redirais, géante, donc qui a des effets augmentés, qui est dure et qui a de la durée, durable, c'est un drôle de mot, qui est là longtemps en place. Donc, plante, mais super plante. Et puis, quand cette super plante, elle est un peu groupée, eh bien, elle va former des supra-organismes, la forêt. Et là, cette autre forme de vie qui peut avoir des effets augmentés va encore s'augmenter d'effets de masse. Et ça, on sait, on le regardera rapidement lorsqu'on parlera de la forêt, que c'est absolument essentiel à l'échelle planétaire qu'il y ait la présence de forêt. Donc, vous l'aurez compris en filigrane, il n'y a pas d'opposition entre les arbres forestiers et les arbres non forestiers. Bien au contraire, ça participe d'un tout. Et on verra que si on sait observer tout ça, la nature est bien faite par rapport à cette répartition possible, et cette cohabitation possible avec les hommes, des arbres sur la planète. On ne va pas trop parler de ça, oui, parce que ici on est bien placé pour en parler quand je ne suis pas là, mais on ne va pas parler de choses un peu plus différentes, qui sont là, les grandes productions végétales. J'allais parler de grandes cultures, donc ici on ne pratique pas de grandes cultures, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais
la question des fruitiers intensifs, la question des boisements intensifs, etc. On ne va pas parler par contre de fruitiers, parce que, je vous le dis, on va parler un peu, parce que c'est quand même, en termes d'arbres-forêts, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Mais là aussi, il y a beaucoup de choses à dire ici, il y a beaucoup de choses à voir sur place. On parle d'arbres, de vergers, d'autres complantations, ou aussi de haies fruitières. Là, je pense que les choses sont... Je ne serais pas le mieux placé pour en parler. Et puis aussi, il y a des stades qui ne sont pas vraiment forêts, qui sont un peu entre deux, qui sont tout à fait aussi intéressants, puisqu'il y a aussi présence de végétaux ligneux, hein, les landes, les garrigues, les savanes, etc., etc. Et là, j'ai fait exprès de vous montrer cette image, parce que qu'est-ce que ça peut être comme fruitier, ce que j'ai représenté là? Ben, j'ai représenté une truffière, tout simplement, parce que ben oui, ben, c'est aussi une forme de fruit. Les fruits ne sont pas forcément pendus à l'arbre, ils peuvent être dans le sous-sol. Et puis c'était aussi rendre un petit hommage aux chênes, qui est aussi, à sa façon, on le verra, un fruitier de la première importance. Alors, on va parler de forêt. On ne va pas faire une typologie des forêts, mais on va quand même essayer d'observer quels sont les grands ensembles de ces forêts, ou qu'elles soient sauvages, qu'elles soient cultivées, jardinées, paysannes, etc., etc. Une distinction entre sylviculture, qui peut être vraiment reliée à une pratique de l'agriculture, et voire même de l'industrie, et de la foresterie, qui normalement est une approche plus naturelle et plus dans la logique des potentialités du terroir que la sylviculture. Mais là, bon, le vocabulaire c'est un peu particulier. On ne va pas parler, mais on va quand même évoquer, je le fais de suite, la question des forêts primaires, c'est-à-dire des forêts qui n'ont pas été touchées ou qui n'ont pas été trop perturbées par l'homme. Je viens dit trop, je l'ai été un petit peu. Les vieilles forêts, très rares chez nous. Quand je dis chez nous, c'est l'Europe. Hein. Il y en a un peu dans les Pyrénées, il y en a malheureusement, heureusement une en Pologne, mais je ne sais pas quel va être son devenir. Elle commence à être grignotée, vous le savez sans doute. Et puis nos forêts qui sont malheureusement très jeunes, d'un tel point qu'on ne sait pas trop souvent quelle est leur antériorité, parce qu'elles ont été exploitées, parce que parfois elles ont été victimes d'érosion, et puis parce que parfois nos petits boisements ici, nos petits espaces forestiers, qui ne sont pas très développés, ils sont surtout repliés sur les sols les plus incultes parfois, ou dont on n'a pas trouvé d'autre façon de valoriser. Voilà. Donc souvent on vous dit oui, mais chez moi les arbres ne poussent pas. C'est sûr, on les a laissés, on les a consignés aux espaces les moins fertiles. Attirez votre attention sur deux mots. Quand on parle de forêt, le mot silva, la même racine que le mot sauvage. Ça a donné aussi sauvage. Voilà. Donc quand même, dans l'idée de forêt, l'idée de sauvagerie, l'idée d'éloignement, l'idée de toutes les peurs que cela peut colporter, la peur de l'arbre existe toujours. Moi, pour le coup, j'ai plutôt peur du désert, et moi, bon, c'est pas important, mais on peut avoir tous peur du désert, plutôt. Voilà. Et un autre mot, pour le coup, latin, un adverbe foris, qui serait, mais qui est sans doute à l'origine du mot forêt. Foris, on le retrouve dans foreigner en anglais, ce qui veut dire lointain, étranger, dans forain en français, dans fuera, dans fora, vous voyez, ce qui dit que les choses qui sont éloignées et qui sont distantes de nous, et effectivement qu'on ne connaît pas ou qui ne sont pas vraiment humanisées. Voilà, donc pour parler de la forêt. Puis on va parler des autres arbrements, là je dis le mot, donc ce qui est hors forêt, la géométrie classique, c'est-à-dire quand on regarde du ciel, il y a des points, des lignes, des surfaces, hein, comme l'eau, des points d'eau, des lignes d'eau, des plans d'eau. Là, ça sera exactement la même chose. Donc ces arbres-là, ils existent sous toutes ces formes, avec des combinaisons très particulières, très variables, en fonction de plein de choses, qu'elles soient naturelles ou culturelles, si on peut faire la distinction. Et puis on va parler un peu de ville, on va parler un peu de campagne, dans des contextes complètement différents. Voilà. Et pour le coup, là je parlais plutôt au niveau de la planète, mais sous nos latitudes, on le verra dans le petit voyage, sous nos latitudes, ça dure pas longtemps. On ne peut pas bien vivre dans un contexte comme ça. On ne peut pas bien vivre dans un contexte comme ça, parce que pour le coup, à part quelques champignons, on ne mange pas encore, peut-être ça viendra, directement la plupart des produits des arbres forestiers. Et globalement, on a un peu besoin d'arbres quand même pour pouvoir vivre. Et il y a, je le répète, donc, des associations possibles.
qui n'exclut pas la forêt et le boisement, bien sûr. Voilà. Alors, cette vision de la nature et du rapport à l'arbre, elle est ancienne et elle nous vient des Romains. Enfin, les Romains l'ont traduite, ça existe sans doute depuis bien plus longtemps, avec une façon une vision de l'espace qui est un peu particulière. La vision de la guerre, donc ça évidemment c'est des noms latins. La guerre c'est le champ, c'est ce qui est cultivé, ce qui est vraiment soigné, ce qui est vraiment artificiel. Donc ça on va le protéger et ça a beaucoup de valeur. En opposé à ça, ce qui est, je le répète, ce qui est le sauvage, l'éloigné, et puis voilà, ce qui est un peu particulier, et parfois infranchissable, la silva. Et puis un entre-deux qui peut être, qui est nommé saltus, quelque chose qui est beaucoup plus brouillon et beaucoup plus intermédiaire, où notamment on les série des bêtes. Ça peut être assimilé à des paysages de langue, des choses comme ça. Mais quelque chose qui est intermédiaire, une gradation entre le champ et l'aspect et le côté domestique très humanisé, très cultivé, et puis on s'éloigne, et puis on va vers la forêt, le sauvage. Voilà. Et donc ça c'est quand même une notion importante de voir que ce rapport, voilà, il est progressif, et que par exemple les animaux, s'ils sont interdits et de la guerre et de l'ortus, bien sûr, qui est là vraiment pour le coup le domestique, est autorisé aussi à aller en forêt. Voilà. Donc partir de là aussi pour voir comment sont envisagés, finalement dans notre inconscient, sont envisagés les rapports que l'on a à l'arbre dans nos paysages, notamment dans nos paysages agricoles. Voilà. Alors, un petit coup sur l'arbre. Écoutez, je vais vous proposer une lecture qui est complètement subjective, mais qui est quand même un peu fondée, sur l'arbre. Moi, l'arbre, je l'envisage sous l'aspect de trois génies. Voilà. Le génie du végétal, la plante, on en a parlé. La plante, elle est capable de faire plein de choses tout seul, on va le voir. Le génie du lieu, le lieu, lui, si l'arbre pousse ici, il n'aura pas le même contexte tout à fait que s'il pousse là-bas. Et a fortiori, quand c'est à 15 km, bien sûr. Mais voilà des notions, des logiques qu'il faut quand même avoir un peu en tête. Et puis le génie de l'humain, ce qu'on pourrait appeler le bon sens paysan. Alors certes, paysan sur le plan de l'agriculture, mais aussi sur le plan de humain de pays, qui connaît, qui est en lien, direct avec le pays. Voilà. Ces trois génies-là peuvent nous éclairer et nous apporter des éléments sur la compréhension de ce vaste sujet qu'est l'arbre et du rapport de l'arbre et de l'humain. Alors le génie du lieu, c'est cette idée tout simplement, non pas de dépendance, c'est-à-dire moi ici je dépends complètement de mon milieu, non, c'est pas ça, c'est une notion d'interaction, je pense que j'y reviendrai, que je vois le temps, mais l'idée d'une rencontre unique, singulière, d'une fusion entre ce qui remonte de la terre et ce qui descend du ciel. Et je me permets de le dire comme ça parce qu'aujourd'hui c'est scientifique, c'est pas du tout ésotérique d'ailleurs. Il y a des choses qui sont dans le sol, des choses qui sont dans l'atmosphère, bien sûr, ça c'est très palpable et très matériel, mais il y a aussi des ondes, des choses comme ça qui remontent, et ça aujourd'hui on peut les mesurer. Et ça compte tout ce bain de matière, d'énergie, d'information, c'est ça qui, en se combinant, donne la vie. En fait, c'est les trois facettes d'une même chose. Matière, énergie, information. Voilà. Mais c'est ça qui va générer un peu la vie. Et donc c'est un lieu unique, singulier. Voilà, dans 30 mètres, si moi je suis un arbre qui est à 30 mètres, il aura des conditions légèrement différentes. Hein. C'est le coup du GPS, mais vraiment très précisément. Voilà. Mais ça c'est important quand on parle de plantes, parce que moi, mon GPS il bouge tout le temps. Mais l'arbre, lui, non, lui il est un truc, je ne vais pas dire condamné, c'est stupide, mais il est là, il est ancré là, tout simplement. Il ne va pas se déplacer. Donc les conditions du milieu sont différentes. Et donc ça va beaucoup plus loin qu'une notion dont on parle souvent dans le jargon, hein, pour ceux qui sont entre guillemets du métier, la notion de station, d'accord, pédoclimatique, c'est-à-dire là il y a le sol et le climat, et ça va conditionner, et c'est vrai, en grande partie, la répartition de la végétation dans le globe. Mais c'est pas suffisant, comme j'ai essayé de le décrire. Voilà pour le génie du lieu. Alors, important, le génie du végétal, j'allais dire carrément le génie végétal, tout simplement, c'est-à-dire la capacité de pouvoir, bon, être autre on l'a déjà dit, mais d'avoir, pour le coup, être autre ça veut dire avoir d'autres capacités. Et notamment l'idée de pouvoir passer du stérile au fertile, de l'inerte au vivant,
pas tout seul, parce qu'il y a plein de micro-organismes qui aident à ça, mais quand même de manière, j'allais dire, quasiment magique, sans avoir recours, sans avoir à consommer ou à utiliser d'autres organismes. Nous, ce n'est pas le cas. Nous, on est obligé de se nourrir à partir de végétaux, ou de végétaux passés par les animaux, etc. etc. Donc ça, c'est quand même... Voilà. Donc cette idée de ressources, de passeurs primaires du vivant, et je dis bien ressources, ce jeu de mots, mais je vais m'en expliquer, c'est-à-dire qu'il y a des ressources, mais la plante de ces ressources-là va les combiner, va les reformuler et en faire une nouvelle ressource. Et une ressource qui se recycle, qui se reproduit de manière infinie. Voilà. Donc, et c'est pourquoi d'ailleurs l'idée de... Donc qui va tout le temps accélérer et créer de la vie, mais c'est pour ça que l'idée de génération spontanée c'est tout à fait intéressant, parce qu'on a l'impression, bien sûr que non, que c'est pas spontané, bien sûr que non, qu'il y a plein de choses qui se passent, qu'il y a plein de matières qui grouillent de manière invisible pour produire de la plante. Mais c'est quand même ça. Globalement, la nature, elle abonde. Là, je reprends en termes d'un auteur que je vous conseille, qui n'a pas beaucoup publié, mais qui est assez génial, qui s'appelle Maurice Chaudière. Peut-être que vous connaissez, mais c'est facile à trouver. Il parle de ça. La nature abonde, et tout est gratuit à qui sait le voir. Alors, je le paraphrase très mal, mais c'est quand même ça. Et ça, c'est la plante qui est le moteur. Pas tout à fait la plante toute seule, c'est le couple sol-plante. Encore mieux si on rajoute les animaux, mais enfin, le couple sol-plante, son moteur qui tourne gratuitement avec la photosynthèse, avec certes des ressources qui sont plus ou moins définies là où on se trouve sur la planète, mais qui gratuitement amènent quand même quelque chose. Donc la nature produit toujours, même très peu, toujours de manière indéfinie, et lorsqu'on a le regard bien porté dessus, tout est utilisable si on sait, ou utile pour nous en tout cas, égoïstement, si on sait le regarder. Et puis comme je vous le disais, cet effet augmenté qu'amène l'arbre, ça c'est vraiment des notions importantes. Les effets augmentés, parce que ça permet quand même pardon, je saute juste un petit peu, voilà. Ça permet, voilà, vous savez, dans les oasis, il n'y a pas d'eau, mais l'eau est dessous, les arbres ne vont pas le chercher, hein. On le verra tout à l'heure. Ça permet d'aller plus profond, ça permet d'aller chercher des minéraux plus loin s'il le faut, excusez-moi pour le micro. Ça permet de capter, l'autre jour il y avait des brumes, lorsqu'il y a beaucoup de brumes, lorsqu'il y a des entrées marines, vous entendez, là où il y a des arbres, même s'il n'y a plus de feuilles, ça coule. Ça capte plein de choses un arbre. Ça arrête plein de choses. Et toujours pareil, lorsqu'on voit un arbre, avoir ce regard un peu particulier, voir ce qu'il y a en aérien, ce qu'il y a en souterrain, invisible aussi souvent, et ce qu'il y a à la surface, au moins avoir ces trois niveaux. Et ces effets augmentés, visibles, invisibles, sensibles, insensibles, ils sont à tous ces niveaux-là. Donc ça c'est important de l'avoir en tête. Et mon boulot, c'est ça, hein. Enfin, nos boulots, nous, les gens qui travaillent avec les arbres, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, y compris dans son jardin, c'est de l'imaginer notamment comme ça. Donc, une idée importante, on a toujours peur de l'arbre, on a toujours peur que lui, l'arbre, il s'accapare les choses, hop, terminé, et c'est bon, on n'a plus rien. Ça peut arriver. Que l'arbre, il était tout le temps gentil ou méchant, d'ailleurs, ça ne se pose pas dans ces termes, je le répète. L'arbre va prendre des choses. Il va en garder un peu. Il va garder un peu d'eau, un peu de matière. Il prend beaucoup de carbone dans l'air. Bon, il prend plein d'autres choses. Il prend des minéraux. Souvent les minéraux, vous voyez, les minéraux c'est souvent la cendre qui reste quand on a bien fait brûler une bûche. Vous voyez, il ne prend pas beaucoup dans le sol, hein, même dans l'air. Mais voilà, par contre, beaucoup de masse gazeuse. Il garde un peu, mais il transforme. Et puis il rend. Il redonne, mais sous d'autres formes. Il reformule, il reconditionne, il hein, beaucoup de termes en re pour être utilisés, je ne vais pas les énumérer, mais lorsqu'on parle d'arbre, on parle toujours avec des préfixes comme trans et comme re, avec les plantes en général. Voilà. Mais surtout, deux notions importantes, c'est ceci. Il donne accès au non accessible. Je répète la diapositive précédente. C'est-à-dire que, par exemple, dans un oasis, si vous avez l'eau à 60 mètres, certains arbres sont capables d'aller la chercher. Certains. Et de la remonter, de la faire remonter pour les copains, en plus. Pour lui d'abord, mais aussi pour les copains. C'est ça le principe de l'oasis, souvent. Et il y a des opérations en ce moment qui sont menées en Afrique du Nord, avec ces principes-là, de mettre des arbres amorceurs de plantes. Voilà. Donc, donner accès au non accessible, aller chercher les minéraux ou les nutriments qui sont lessivés au fond et où les herbes ne vont pas descendre. Et nous, encore moins. Donc il nous rend accessible des choses. Nous, il nous rend accessible ce qui passe dans le ciel, dans l'atmosphère plutôt, tous les gaz, etc.
ben, s'il les transforme en cerises ou en orange, impeccable, il nous les rend accessibles, consommables. Donc ça c'est vraiment, évidemment que c'est très commun ce que je vous raconte, mais c'est quand même quelque chose d'assez particulier quand on réalise. Et comme je vous parlais de pompe à fertilité, j'allais dire de biopompe, qui s'amorce et puis qui devient un moteur ensuite, qui tourne tout le temps, ben, c'est sûr qu'en augmentant le vivant, ben, il va le développer en masse, beaucoup plus de masse, et c'est vrai que la présence d'un arbre va attirer plein d'autres choses, c'est aussi un habitat, un arbre en soi, et plus de diversité aussi. Et cette capacité à ressourcer, à être ce cinquième élément, hein, les 4 éléments, hein, terre, feu, eau, air, à les synthétiser et à en faire une cinquième chose utile, hein, la plante ou l'arbre quand c'est une plante géante, ben, ça permet d'augmenter les ressources et dans l'espace. Vous savez, un arbre par exemple, il y a des statistiques, je me méfie des statistiques, même s'il y en a beaucoup dans nos propos souvent, ça démultiplie par 27 en moyenne la surface qui prend au sol. En surface de contact, c'est beaucoup plus, mais en termes de surface, voyez, donc c'est quand même pas mal. Vous avez un système de pilotis en tête qui... Voilà. Et aussi dans le temps, parce que, par exemple, par rapport à une plante qui est annuelle, ben, ce qui se passe, non seulement ça tourne, mais en plus ça s'augmente tous les ans. Donc voilà cette capacité à augmenter durablement la vie, tout simplement. Vous venez de le voir. Et voilà une illustration parfaite, vous voyez. En Afrique du Nord, un arbre gagné, ben, vous voyez, ça c'est pas l'ombre qui fait ça, c'est uniquement, c'est au printemps, parce que par contre, ça peut s'inverser complètement, ça peut être très asséché, cette zone-là, en automne, comme on le voit chez nous. Vous savez, au printemps, tout est vert sur les arbres, parce que justement, si on a eu la chance d'avoir un automne plus vieux, tout est descendu, puis l'arbre, hop, il fait profiter tous les copains de ça autour. Par contre, en automne, souvent, c'est l'inverse, parce qu'il n'y a plus de ressources. Mais voilà, mon histoire de pompe à eau, on va parler que de l'eau, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que l'arbre, lui, a accès, il n'y a pas d'herbe. Et ne vous y trompez pas, si le fourrage, c'est surtout les feuilles, c'est surtout les chèvres qui montent chercher les feuilles là, c'est parce que, comme dans certains coins de notre pays et de notre Europe, c'est pareil. L'herbe, au moment donné, elle n'est plus verte, elle ne peut plus être verte. Elle n'a plus accès, elle est trop limitée. L'arbre, lui, peut avoir accès, c'est pas systématique, et donc donner, entre guillemets, de la verdure. Et une autre notion importante, donc je vous l'avais bien dit, hein, il ne s'agit pas de faire un cours théorique sur ce que c'est qu'un arbre ou pas, ou une plante, mais un regard porté dessus, sur cette idée-là, surtout pour les arbres. On dit les arbres, ils sont acclimatés, ils sont inféodés à tel milieu, etc. C'est vrai, mais il y a des déterminants, on va le voir quand on va se balader là sur la planète, on va le voir ça. Mais c'est sûr que si vous essayez de faire pousser un baobab ici, en tout cas pour l'instant, ça ne va pas marcher. Mais par contre, l'arbre n'est pas que le tributaire, il n'est pas que la victime, entre guillemets, du climat. Il en est aussi acteur, il n'est pas que passif. Et lui, et d'ailleurs, c'est son boulot de plante géante. Si l'arbre est monté si haut et pour dominer si haut, c'est pour avoir plus de lumière, pour avoir plus de relations avec le climat. Alors dominer ne veut pas dire soumettre. La question ne se pose pas en ces termes non plus. Hein. Parfois c'est au détriment de ce qu'il y a dessous, parfois c'est au bénéfice de ce qu'il y a dessous, bon, ça c'est différent. Mais ça c'est une notion importante. C'est-à-dire que ce soit dans la notion de climat ou dans toutes les autres conditions de milieu, la biodiversité, le sol, l'air, tout ce que vous voulez, l'arbre interagit, comme n'importe quel être vivant. Nous interagissons, nous ne sommes pas que dépendants de ce qu'il y a autour de nous, nous interagissons aussi. Et l'arbre, pour le coup, a une grosse capacité à modifier le milieu dans lequel il vit et à en changer complètement, à un tel point que bien souvent il est utilisé pour ça, et que des zones qui seraient absolument désertiques s'il n'y avait aucune couverture arborée sont aujourd'hui des zones où il y a un minimum d'activité et d'agriculture. Pas loin d'ici, ici c'est un peu le cas aussi, hein. On le verra dans les images plus tard. Et puis l'idée du génie humain. Alors le génie humain, c'est de se dire, on observe la nature, on observe comment fonctionnent les plantes et les arbres, et puis nous on peut les piloter un peu, on peut s'en inspirer. Et ça c'est effectivement, vous voyez, j'ai repris ce que je disais en anticipation tout à l'heure, la nature abonde,
tout est utilisable, tout est réutilisable, rien ne se perd. Bon, ça, il y a 60 ans, je vais raconter ça, tout le monde me dirait, ouais, oui, non, on fait tous comme ça. Ça peut s'appeler permaculture, agroforesterie, comme vous voulez, mais ça s'appelle juste essayer de valoriser et de cultiver et d'élever. Vous voyez, quand on réfléchit, encore deux mots qui sonnent un peu, cultiver, élever, c'est toujours plus, et ce n'est pas péjoratif. Et avec une question fondamentale, c'est la question du dosage. Et ça, c'est le boulot de n'importe quel paysan. Quand je dis paysan, je répète, pas forcément qu'agriculteur, c'est-à-dire de se dire, bon, qu'est-ce que je prends? Un principe de précaution. Souvent, le principe de précaution que l'on insiste, il est souvent inversé. Un, je détruis, et deux, je vois ce que je vais remettre. Parce qu'on a des moyens considérables. Alors qu'il faudrait, à l'inverse, que ce principe de précaution soit, je détruis en conscience. Moi, quand je vois un arbre, je ne vois pas un arbre de 40, de 50, de 20, de 100 années. Ce que je vois, c'est qu'il y a des millions, des milliards de micro-organismes qui sont là, avec. Si j'ai besoin de faire passer une roue, je fais passer une roue. Et ce que je vois, c'est que cet arbre qui a 50 ans, mettons, ben, il a des dizaines, des centaines de milliers d'années d'évolution, de coévolution. Ça, c'est une notion importante. Donc l'idée, c'est pas de protéger le moins d'êtres vivants, plantes qui poussent, mais de se dire, bon, si jamais j'élimine ça, voilà. Mais à une époque, quand même, on avait du mal à éliminer parce qu'il fallait le faire à la main. Et le principe de précaution d'évacuer les choses était quand même un peu plus raisonné. Deux mots, on n'est pas obligé de tout lire, mais ça permet d'avoir quand même des idées. Ce bon sens paysan, entre guillemets, c'est quand même l'idée de l'économie des ressources. Faire attention, hein, que ce soit dans l'espace ou dans le temps, les ressources doivent être durables, et si possible, en bon père de famille, comme n'importe quel patrimoine, j'essaie de le faire fructifier, c'est-à-dire que non seulement j'entretiens le renouvellement, mais en plus, je prévois l'avenir et j'essaie que, même si j'ai des récoltes tous les ans, que mon sol soit meilleur, que mon environnement soit meilleur, plus accueillant, plus fertile, plus confortable pour les animaux, etc. Là, on est déjà un peu dans le domaine de l'agriculture, mais c'est valable dans tous les domaines des territoires. Et puis, alors, économie des ressources, ça va devenir, ouais, c'est logique, par part que la nature elle nous montre que, je le répète, le développement peut être illimité. Pas croissant comme ça. Je ne vous parle pas de la croissance de la finance, mais je vous dis que de toute manière, la nature elle a tendance à grignoter toujours plus de vie, toujours plus de vie, toujours plus de vie. Parfois très fort, quand le milieu le permet, parfois de manière presque insignifiante. C'est quand même ça. Et puis surtout, économie du geste. Et quand on est en rapport avec les arbres, c'est ça. Et les arbres sont dans cet esprit-là, je dirais, même si je ne veux pas leur prêter de sentiments de comportement humain, c'est-à-dire on fait pas n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est vrai que ce bon sens paysan, c'est essayer de faire plus de choses à la fois et d'avoir plusieurs effets à un seul geste. Par exemple, si je ramasse des oignons dans mon jardin, je ne fais pas que les ramasser. Je ramasse et puis je prépare peut-être pour ce que je veux planter ou semer après. Si ce qu'on faisait autrefois, notamment ici en Lot-et-Garonne et ailleurs, si je dois entretenir entre des rangs de vignes ou entre des rangs de vergers, peut-être au lieu de faire simplement de l'entretien, je peux aussi produire quelque chose. C'est aussi bête que ça. Donc ça, on va le retrouver. Alors je m'excuse d'avoir ces préalables un peu lourds, théoriques, mais après on va se balader de manière beaucoup plus légère, vous verrez. Et puis, quand on parle d'arbres, moi lorsque je vois un arbre, je vois aussi plusieurs choses à la fois. Je ne vois pas que le tronc, je ne vois pas que les branches, que les feuilles, que les bourgeons, que les racines. Je suis obligé de tout voir. Quand je vois un arbre qui a 300 ans, je dis je, c'est pas moi, Bruno Cervelle, c'est les gens qui travaillent avec les arbres. Un bel arbre remarquable qui a 300 ans, je ne le vois plus. Moi, humainement, je le vois, mais ma profession m'interdit presque de le voir. Cet arbre, dans 10, 20, 30, 40, 50 ans, il n'est plus là. Je suis obligé de me dire, mince, il faut le renouveler. Surtout si on a envie d'avoir le même arbre aussi beau, il va falloir anticiper son renouvellement. Lorsque je vois une plantule comme ça, quelle que soit l'espèce, je me dis, ça c'est peut-être l'arbre remarquable de 200 ans, dans 200 ans. Je suis obligé de raisonner comme ça. Je suis obligé d'avoir cette temporalité, de ne pas être dans l'instantanéité qui nous submerge aujourd'hui, avant peut-être aussi, et d'être dans ces pas de temps. Les pas de temps de l'arbre, les arbres ne vivent pas 500 ans, ils ne sont pas beaucoup plus vieux que nous. Mais quand même, ils ont un autre rapport avec le temps, et comme le dit notre ami Hans Urcher, qui était là donc l'an dernier, hein, l'arbre nous apprend à être le maître du temps. Et lorsque je vois un arbre, et voilà, je pense qu'évidemment, ça, surtout quand il n'est pas dans la forêt, il va faire quelque chose dans le paysage, il va faire quelque chose en termes d'environnement, il va protéger, oui, l'environnement, le sol, tout ça, mais aussi il va protéger les élevages, les routes, les cultures, les bâtiments, tout ce que vous voulez.
Et puis lorsqu'il n'est pas en forêt, lorsqu'il n'est pas en sylviculture, ben, il produit quand même. Et il produit beaucoup de choses, beaucoup de biomasse, je le répète. Alors je vous propose cette vision-là, la vision des 3 P, bon ça vaut ce que ça vaut, et la vision des 3 B. Là aussi les choses ne sont pas étanches, mais ça permet de se dire, voilà. Vous savez, quand on voit un arbre, là, ça peut être un petit pense-bête, je ne vois pas que le bois, je ne vois pas que la biomasse, autre biomasse, je ne vois pas que la diversité du vivant qui est dessus, je vois tout ça à la fois. Et puis lorsqu'on parle d'arbres, on parle aussi de diversité minimale, dans le paysage en tout cas. Bon, l'illustration vaut ce qu'elle vaut, c'est juste pour vous montrer que il y a des arbres qui n'ont pas fini de se reposer, dont les feuilles sont encore là, c'est bon, le chêne. Et puis il y a déjà des arbres qui redémarrent au printemps, c'est le prunelier. Donc vous voyez, cette diversité, c'est la diversité dans l'espace, mais aussi dans le temps, dans les rythmes, dans la manière dont la vie peut se distribuer, peut se complémenter et voilà. Et puis, comme tout être vivant, lorsqu'il est moins vivant, et surtout les arbres qui n'ont pas le même rapport à la mort que nous, si je puis dire, il faut aussi... les arbres morts sont aussi pleins de vie. Même morts, les arbres continuent à donner la vie. Ça grouille de vie, ça prépare le terreau pour ceux qui arrivent après, et puis ça participe à tout ce paysage, à toute cette diversité. Et moi j'ai pris cette image parce que je trouve que c'est intéressant de voir que même là où on a quand même des soucis de sécurité, en bord de voirie, ben là ils l'ont laissé. Ils se sont dit, bon, il n'y a plus de branches, il ne se fait pas trop grand chose. Il y a des arbres qui penchent plutôt de l'autre côté, hein, mais bon. Ça veut dire que voilà, je vous invite, si vous avez l'occasion, au lieu de raser bêtement un arbre, bien souvent on ne peut pas débiter d'ailleurs, hein, de laisser ça parce que ça c'est vraiment extraordinaire. Alors voilà, quelques images pour vous montrer que ces arbres, avant de mourir, ils peuvent avoir ces aspects de trogne, voilà, ces paysages, donc taillés, ce sont des arbres taillés. Trogne, illustration de trogne, c'est vrai que ça parfois figure humaine, mais là aussi je ne veux pas faire d'anthropomorphisme. Voilà, vous voyez, là il y a des arbres il y a des gens qui ont laissé ces arbres là. C'est pas très très loin d'ici, ça, c'est à la frontière des Landes. C'est des vieux châtaigniers. Et pour le coup, on peut se demander pourquoi. Moi j'ai une tentative de réponse, c'est parce que même mort, certains arbres forcent le respect. Alors le respect de la machine, parce que là il faut quand même pouvoir y aller, hein, pour pouvoir transformer un truc pareil. Et par contre, en même temps, je pense que, et c'est peut-être un des leviers principaux pour qu'on puisse mieux prendre soin et mieux prendre en considération les arbres, l'esthétique, le cœur, la poésie, c'est peut-être ça qui risque de sauver au-delà des nouvelles avancées scientifiques. Mais ces arbres-là, ils viennent de ce que l'on appelle la trogne. Alors, les mots, la littérature, vous trouverez ça, hein, Tétard, Raymond, etc. Des arbres qui sont taillés, qui sont cultivés pour faire cracher la biomasse. Alors cette idée, elle est toute simple. Vous avez le tronc, c'est un capital, plus ou moins mou en fonction de vos contraintes, de ce que vous voulez faire. Si vous avez des vaches, si vous voulez garder une belle poutre, vous essayez de tailler très très haut. L'idée de faire cracher la biomasse sans supprimer l'usine à biomasse. Vous gardez le tronc, le pilotis, je répète, et puis régulièrement vous récoltez de ce capital les intérêts sans attendre que l'arbre ait fini sa vie. Donc ça c'est une trouvaille extraordinaire que la nature nous a montré, la foudre, les animaux qui rongent, qui nous montrent que ça peut tourner tout seul. Et ça c'est très important pour produire de la feuille. N'oublions pas que la feuille c'est vraiment important comme fourrage, le fourrage foliaire, hein, autant que le fourrage d'herbe. On faisait même du foin d'arbres, notamment dans les Pyrénées, mais partout. Oui, quand l'arbre c'est le seul à avoir accès à du verre, si on a besoin de foin, si on a besoin pour l'hiver, on le fait sécher comme de l'herbe, pareil. On n'y pensait pas, donc beaucoup de feuilles, beaucoup de bois. Autrefois, on se chauffait beaucoup avec des petits bois, et voire même des fagots, plus qu'aujourd'hui avec des bûches, on a d'autres moyens aujourd'hui. Et puis bien sûr le fruit, parce que quand on taille un fruitier pour le faire fructifier, c'est ça, hein, c'est toujours ce même souci de faire fructifier et surproduire, je dirais, optimiser la production. Alors quelques images pour commenter ça. Des émondes. Alors parfois si vous vous baladez en Bretagne notamment, mais dans d'autres pays aussi, vous vous demanderez pourquoi ces arbres sont extrêmement hauts et qu'on les émonde, c'est-à-dire qu'on les ébranche le long du tronc. Bon, la réponse elle est bizarre, mais elle est vraiment très simple. Plus l'arbre est haut, plus on a de rameaux, donc plus on a de récoltes. Donc laisser s'élever le plus possible l'arbre pour récolter là aussi le plus possible de bénéfices, de dividendes. Voilà, donc c'est vrai que
tout est possible. En un seul arbre, ou dans un seul espace, on peut avoir des arbres qui seront plutôt destinés au bois ou aux fruits. Alors là, c'est ça quand même. C'est un peu, on a souvent en tête la question ou forestière, sylvicole, ou arboricole, fruits. Mais il y avait une autre chose, et on est en train de, pas d'y revenir, c'est pas le propos, mais de réutiliser ces avantages. Donc d'autres produits. Un arbre, c'est toujours une polyculture, c'est toujours plusieurs fins à la fois. Et ça, on l'avait compris en faisant des aménagements dits agroforestiers, c'est-à-dire que ce soit avec des cultures ou avec des productions animales, mais ça, on y reviendra tout à l'heure dans le petit voyage que je vous propose. Donc l'idée, je redis exactement la même chose, que les produits de l'arbre sont différents. On peut avoir plusieurs usages, que ce soit du combustible, de la matière première pour faire des objets, de la charpente, ou menu bois, menuiserie, de la ressource alimentaire, directe ou indirecte, des fruits qu'on peut manger direct, des fruits qu'on mange indirectement, on reviendra. Et puis surtout, cette capacité à produire de la fertilité. Bon nombre de nos sols sont l'héritage de forêts d'arbres, qui même aujourd'hui d'ailleurs, ce que l'on remet dans le sol sous forme de pétrole, enfin sous forme d'engrais, aussi. Et comme je le disais, en cascade, un arbre a plusieurs parties qui peuvent donner plusieurs produits, qui peuvent avoir plusieurs destinations et même donner plusieurs usages. Il y aurait une histoire à raconter là-dessus toute simple, entre le moment où vous récoltez une branche, que vous la donnez à manger à un animal, que vous récoltez un fruit, que vous avez encore le noyau d'ailleurs, puis que vous le faites brûler, que vous récoltez la cendre, cette cendre, vous la mettez à la lessive, et cette lessive, une fois utilisée, vous la mettez au jardin, vous voyez, on peut avoir une perpétuation des usages en cascade assez... Voilà. Bon, je vais assez vite. Alors, je vous soumets cette image, qui est l'image d'une plantade. Alors ça, c'est chez les voisins, pas très loin de chez moi, là-bas, c'est pied des Pyrénées, mais on a la même chose ici, surtout qu'on vivait des transhumances. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est comme arbre selon vous? J'ai entendu du chêne, c'est du chêne bien élancé, bien droit, qui vont faire de super planches, de super poutres. Cet espace-là ne sert pas qu'à produire du bois et de l'herbe, il sert à beaucoup de choses. Il sert aussi à s'arrêter, à faire des fêtes, c'est un lieu communautaire, la plantade, c'est un lieu. Il sert. Voilà. Et alors, ces arbres-là, quoi ils vont servir? Ils vont servir à faire du bois, je le dis, mais est-ce qu'ils ne vont pas servir à autre chose? Ils servent, j'ai entendu le mot gland, mais effectivement, le chêne est sans doute l'un de nos fruitiers les plus répandus, parce que comme je le disais, si on ne peut pas effectivement ingérer directement, ou alors c'est un peu compliqué, les glands, mais on va les faire ingérer on va faire glander, cette expression, des cochons, d'autres animaux aussi, et puis comme ça on mangera peut-être de leur saucisse, de l'aligot. Donc ça c'est une notion importante qu'on a aussi oubliée. Toujours la même logique, dans l'arbre tout est bon, si je puis me permettre. Voilà. Alors, l'arbre agricole, et après on va arrêter un peu la théorie, l'idée que souvent on se dit, tiens, dans l'agriculture, l'arbre c'est une composante, il y a des champs, puis des fois il y a des arbres. Oui, c'est vrai. Parfois, cette présence d'arbres, elle évolue à des fins techniques. On veut faire un brise-vent, on veut faire un brise cru, on veut faire ceci, on veut faire ça, on veut faire une clôture. On veut en mettre, parce que comme ça, on va bénéficier, comme ici, d'avoir l'habitat pour les auxiliaires qui vont m'aider à lutter contre des problèmes sanitaires. Dans certains pays, l'arbre est déjà, et je pense à certains pays d'Afrique par exemple, où on l'appelle l'arbre fertilitaire. Il est surtout là pour pouvoir injecter de la fertilité dans le milieu. Bien sûr, je le disais tout à l'heure, il est aussi utilisé comme une coproduction, comme lui-même une polyculture. Donc si on a, par exemple, on a des céréales, on a de la vigne, et puis on a aussi des arbres, cet arbre, il peut aussi rentrer, et ça existe bien encore aujourd'hui. On connaît bien tous les agriculteurs. Si vous achetez du bois chez quelqu'un, c'est bien lui qui le produit, souvent c'est les agriculteurs. Voilà. Donc c'est aussi un élément de cette polyculture. Et pas que, on le verra aussi, mais pas que du bois, pas que du fruit. Et puis surtout, et ça c'est une idée qui est vraiment importante, dans bien d'endroits dans le monde, on le verra presque tout le temps dans le petit voyage que je vais vous proposer, c'est surtout la condition, et je le redis, à l'établissement de la vie. Sans arbre, on ne peut pas cultiver, il ne peut pas y avoir de vie. Parce qu'il n'y a pas cette couche protectrice qui va permettre non seulement d'amortir les variations, de protéger de certaines atteintes, et puis surtout, ça dans la durée, de pouvoir lisser, d'avoir cet effet matelas dans la durée. Et ça c'est important, quel que soit le type de milieu.
Alors les forêts, là on va aller très vite par contre, puisque comme je vous le disais, je ne suis pas spécialiste. Ça, on l'a déjà vu, mais dans l'idée de forêt, il y a quand même l'idée de solidarité. C'est-à-dire les arbres, ils comptent tous les uns sur les autres. Ils sont ensemble, ils bougent ensemble avec le vent d'ailleurs, à tel point qu'il n'y a plus de vent. Ils sont liés très prochement par leur racinage. Ils n'ont pas besoin d'avoir un racinage très profond, par exemple. Et donc, ils sont peu indépendants. Ils sont souvent dépendants. Ça, c'est une notion importante. Deux grandes familles de forêts. Alors, je ne sais pas si on peut dire famille, mais si on veut parler de la forêt, il faut observer deux choses. Il y a des forêts dites humides, bon, la ceinture équatoriale, pour être plus clair, avec des forêts sans saison. Donc sans saison, c'est compliqué, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de chronomètre ou de métronome pour dire hop, maintenant c'est l'été, maintenant c'est l'hiver, maintenant on se reproduit, maintenant on mange, maintenant ceci, non, ça n'existe pas. Donc, ces forêts où il y a énormément de chaleur, d'eau, etc., ça produit beaucoup, à un tel point que les sols sont extrêmement vivants, mais extrêmement peu profonds. Ils sont très vite dégradés, très vite, ils sont vivants. Voilà. Le sol n'est pas une couche de terre plus ou moins fertile, c'est vivant. Et ça fonctionne avec l'étage supérieur, la canopée, le sol, l'entresol, tout ça est un peu mélangé, tout ça fonctionne ensemble. Avec un univers, une enveloppe qui est très particulière, avec une ambiance qui est très particulière. Donc les sols sont particuliers. La présence de beaucoup d'animaux, ça aide beaucoup, et là il y a vraiment une très forte interaction entre animaux de la forêt tropicale humide et arbres, parce que souvent c'est eux qui justement, quand vous avez une espèce ici, qui est là, l'autre elle est à 3 ou 4 km, ils n'ont pas le même rythme pour se polliniser, etc., parce qu'ils ne sont pas obligés de fleurir ensemble, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'est souvent les animaux qui pallient à ça, qui permettent la reproduction, le lien entre les arbres. Notion importante. Et puis en termes de hauteur, ça c'est mon petit pense-bête, voilà, cette forêt équatoriale, elle est très dense, la jungle, elle est très dense, mais elle n'est pas si haute que ça. C'est pas là où on va rencontrer les plus gros arbres. On trouve des arbres magnifiques, parce qu'évidemment, le milieu porte à ça, mais c'est globalement la canopée là, à 60 mètres de haut, c'est pas très haut. Les grands arbres, ils sont souvent dans les zones tempérées, ailleurs. Donc ça c'est important, et ce qui est important aussi de rappeler, c'est que sans cette couverture, sans ce manteau vert, je répète, difficile de pouvoir vivre, beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur, et là le sol ne vivrait pas. Donc on a besoin, y compris l'agriculture, là pour le coup l'agroforesterie, c'est une pratique qui existe depuis longtemps, depuis peut-être beaucoup plus longtemps qu'on ne le croit, parce qu'on croit que ces forêts sont vierges, mais l'archéologie nous montre aujourd'hui que l'Amazonie par exemple était relativement humanisée, relativement cultivée de manière presque invisible. Mais souvenons-nous qu'aujourd'hui, beaucoup de produits que nous consommons au quotidien, chocolat, cacao, café, banane, même si on a réussi à le sortir de la forêt, enfin, cannelle, vanille, tout ça c'est sous abri. Ça ne peut pas pousser comme ça en plein soleil, sous ces latitudes-là, parce que c'est ce qu'il y a. Et puis, deuxième, j'aurais pu le mettre un peu mieux, deuxième famille de forêts, les forêts à hiver. Donc là, c'est toutes les autres forêts, qu'elles soient, voilà. On va y revenir, les forêts à hiver, donc l'hiver froid, oui, ou l'hiver sec, mais ce qui veut dire que ça marque un arrêt de la vie de la végétation. Donc voilà. Là pour le coup, les sols, ils sont parfois plus épais, mais pas forcément. En tout cas, ils sont moins vivants, ça c'est sûr. Voilà, la matière organique est moins vivante, mais elle existe quand même. L'idée de synchronicité, ce que je vous rappelle, le calendrier, là, c'est des étapes, ça c'est vraiment important. Donc que l'on soit au nord de l'Afrique ou dans la taïga, c'est ce rythme-là, c'est cette pulsation-là qui donne le ton. Et puis l'idée de la hauteur, c'est pareil, c'est ce que je vous disais. En fonction du milieu, c'est très très variable. On regardera dans le petit voyage. Et puis surtout, l'idée que c'est dans ces milieux-là qu'on peut trouver, on ne sait pas trop pourquoi, les arbres les plus élevés, qui font 100, parfois 140 mètres de haut, très très rares, que ce soit en Australie, sous des latitudes tempérées, ou dans l'Est nord-américain. Voilà. Alors, entre ces deux extrêmes, évidemment, on a quand même une petite déclinaison. La jungle, la taïga, donc la taïga c'est important, on n'en parle jamais, mais c'est quand même 10% de la couverture des terres émergées, c'est considérable.
Et sur le plan planétaire, ça a aussi énormément d'effets et d'intérêts pour la circulation du climat, de la pluviométrie, etc. Comme la ceinture verte équatoriale, la région équatoriale. Mais entre ces deux extrêmes, il y a effectivement, on pourrait vérifier qu'il y ait de la forêt plutôt tempérée, de la forêt plutôt méditerranéenne, et puis plein d'autres déclinaisons. Bon, je ne suis pas là pour parler de ça, d'une part, et puis c'est très compliqué, mais en tout cas, il faut retenir une chose, quand on parle de forêt, on ne parle jamais de la même chose. On ne dit pas forêt, on dit forêt au pluriel. Il y a une telle diversité et une telle complexité dans ces univers-là. Voilà. Mais par contre, c'est ce concept d'enveloppe, de membrane, de cellules, de super-organisme qui est une entité particulière et qui va générer, avec, je le répète, un effet de masse encore plus augmenté, la possibilité d'accueillir la vie, notamment dans les latitudes où il n'y a pas besoin de beaucoup de lumière pour traverser. Alors maintenant, hors forêt. Ça, on l'a déjà vu. C'était pour reprendre. Donc, on l'a déjà vu aussi, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Ça veut dire que, ben oui, il y a la possibilité de tout combiner, qu'on soit entre guillemets en ville ou entre guillemets à la campagne. Ben, il faut mélanger, le résultat, c'est souvent ça. Dans nos paysages, plusieurs espèces de fait, alors plus ou moins. Des espaces très différents, des formes et des utilisations très différentes aussi. Les produits, comme je le disais, ben on peut en tirer tous les produits que l'on veut. On peut tirer, vous savez, un noyer double fin, ben on peut en tirer à la fois du bois, à la fois des noix. Voilà, tout simplement. Et puis aussi, la manière dont les végétaux sont là. La plupart des végétaux que l'on voit en forêt comme hors forêt, la plupart de ces végétaux n'ont jamais été plantés. Souvent, ils ont été désirés, souhaités, d'accord, accompagnés même. Mais ils sont là spontanément. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été sélectionnés aussi, etc. L'exemple des fruitiers, c'est un exemple extraordinaire. C'est quand même extraordinaire qu'en 4, 5, 6, 7 espèces, uniquement, on est arrivé à faire autant de milliers de déclinaisons variétales. Voilà. Donc vraiment, il y a toute une grande mixité, on le verra dans des illustrations, ce ne sera pas la peine d'en parler plus que ça, mais ça c'est vraiment une notion importante. Et l'idée d'où viennent ces végétaux, c'est qu'effectivement, vous voyez, moi je travaille pour une structure qui est connue pour l'idée de plantation, mais il faut rappeler qu'on ne plante quand on y a recours. Déjà, on s'occupe de l'existant, ce qui peut pousser tout seul, ben, on va le piloter, et puis après, si on n'a pas le choix, on plante. Mais ça, c'est important. Ouais. Comment l'arbrement vient dans le paysage. Deux formes principales d'arbrement quand on est hors forêt, des lignes et puis des surfaces. On va le voir un peu plus en détail en image, mais voilà, des lignes, alignement, haies, bocage, etc. Ou des déboisements, alors là pour le coup, des déboisements non forestiers. Alors effectivement, la frontière est un peu poreuse, mais la forêt c'est quand même plutôt serré, et après il existe des principes de boisement clair, hein, ça peut aller jusqu'à la savane, jusqu'à presque pas grand-chose, on va le voir aussi. Voilà. Et avec une constante dans le monde, ces arbres souvent sont taillés, notamment dans les espaces agricoles, cultivés, récoltés. Et souvent, ce sont des arbres providentiels, miraculeux. En Afrique, notamment, on appelle certains arbres des arbres miracles parce qu'ils sont capables de tout faire. Nous, on a eu un arbre miracle ici, en France ou ailleurs. L'orme, il était capable de tout faire. Il pousse partout, déjà. Il est utile pour tout. Il fait du excellent bois de chauffage, excellent bois d'œuvre, excellent fourrage, etc. etc. Voilà. Donc, c'est le danger, on pousse, parce qu'on se dit, tiens, c'est chouette d'avoir cet arbre-là, on va tout faire pour le généraliser, et puis bon, ça pose quand même un petit problème. Mais ça, c'est le réflexe, d'avoir des arbres miracles. Et c'est vrai qu'il y a des arbres, la littérature existe là-dessus, qui sont extraordinaires, qui sont capables de faire plein de choses à la fois, et des choses assez particulières. Je pense au baobab, qui a plein de vertus incroyables, au moringa, d'autres arbres que vous trouverez dans la littérature, surtout les arbres tropes. Ne pas oublier que les arbres, là aussi, ils ont cette capacité, du simple fait de pouvoir être là longtemps, de pouvoir concentrer certaines substances. Une herbe, elle peut concentrer certaines substances, mais le fait de pouvoir avoir certains écorces, certains fruits, certains bourgeons, parce qu'il y a cette maturation lente et assidue dans les ressources. Voilà. Donc ça, c'est une notion importante aussi. En agriculture, voilà à peu près, ça c'est une image de la FAO, j'ai oublié de mettre la source, qui parle de la couverture agroforestière, c'est-à-dire la présence d'arbres et d'agriculture conjointement. Donc vous voyez, il y a la ceinture verte un peu, il y a voilà, le tropique humide, mais il y a aussi d'autres régions dans le monde
où il y a ce mélange, non, c'est pas du tout la carte des forêts, hein, c'est vraiment le mixte agriculture et arbres. Voilà, donc ça je l'ai un peu dit, donc on va peut-être un peu accélérer. Excusez-moi voilà. Autre notion importante lorsqu'on parle d'arbres non forestiers, tout à l'heure je vous disais qu'en forêt ils sont solidaires, ils sont groupés, donc voilà. D'ailleurs s'ils sont isolés tout d'un coup, ou s'ils sont transportés à la pleine lumière et en plein vent, ils peuvent être relativement surpris. Mais ces arbres hors forêt, souvent ils sont résistants parce qu'ils sont mieux rassénés, mais de fait, hein, et ils sont souvent sélectionnés aussi par l'homme pour pouvoir mieux s'adapter. C'est le cas des fruitiers, tout simplement, et c'est le cas d'autres arbres champêtres qui existent. Ces arbres non forestiers, ils sont là pour plusieurs raisons. Vous les avez, alors par nature, tous les milieux ne sont pas en capacité d'accueillir une forêt. Je l'ai déjà dit, il faut quand même qu'il y ait des ressources pour que les arbres soient serrés. Et ensuite, parce que toutes les espèces ne sont pas en capacité de vivre en forêt durablement. Beaucoup de végétaux dits pionniers sont là pour justement, c'est leur constitution, ils arrivent, ils sont là, ils sont les premiers, ils aiment être en pleine lumière, en plein vent, etc. Ils préparent le terrain pour les copains qui arrivent après, comme c'est les pionniers, mais ils ne restent pas en forêt. Le cas de la ronce, par exemple. La ronce, elle aime bien, ça existe, des variétés des espèces de ronces qui sont en forêt. Globalement, ça se développe, et puis tout d'un coup, hop, dès que les arbres commencent à prendre le dessus, c'est terminé. Par culture aussi. Parce qu'effectivement, comme je le disais, on a essayé d'amener l'arbre le plus près possible des champs de la maison pour les cultiver, fruitiers ou autres, mais aussi sur le plan culturel, parce que il y a des arbres, on va le voir aussi, dans le petit défilé que je vous propose ensuite, il y a des arbres qui sont aussi porteurs de valeurs autres, culturelles, symboliques, affectives, signalétiques, et ça c'est important aussi. Et puis on le rappelle, je ne vais pas m'attarder là-dessus non plus, dans notre contrée, on est quand même un minimum pour que ça fonctionne et que ce soit vivable pour tout, d'avoir une trame arborée minimale, ce qui n'est pas le cas de l'image, mais ça j'ai déjà abordé tout à l'heure. J'accélère un petit peu. Je vous propose cette image qui est un peu technique, puis après on va faire autre chose. C'est l'idée que, vous savez, comme on travaille beaucoup avec des agriculteurs, quelquefois, je ne vais pas le faire maintenant, c'est pas l'objet, on a des simulations où on dit voilà, on part d'un territoire qui est désertique, celui-là il est pas assez, je dirais presque. Et puis on dit voilà, on ne va pas changer la morphologie, la trame foncière, le parcellaire de ce paysage-là, on va juste s'occuper des endroits où justement, c'est pas des espaces qui sont improductifs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas regrouper une parcelle parce qu'elle avait 1 hectare, mais même sans parler de ça. Et on a la chance d'être dans un contexte, pas que dans un pays, c'est plus large que la France, où on a énormément de voiries, énormément de bords de cours d'eau, énormément de ruptures topographiques, énormément de limites foncières, et ça, effectivement, ça peut se valoriser. Donc il y a plein d'espaces où l'arbre peut être présent, surtout quand c'est des laissés improductifs, parfois même à l'intérieur des parcelles, ça peut se faire aussi, et ça existe, hein. Vous avez des prés avec des arbres dedans, on va le voir. Mais ne serait-ce que ces bordures, que ces linéaires-là, vous souvenez, point, ligne, surface, voilà. Mais rien que ça, sans toucher grand-chose, on peut remettre pas de l'arbre partout, c'est pas le propos. C'est pas parce que vous avez 30 km de rivière que ça va faire 60 km de bordure, c'est pas le propos. Mais c'est quand même intéressant, on a un moyen d'action extraordinaire. Le message est en train de passer auprès de nos dirigeants, mais pour pouvoir remettre de l'arbre à sa juste place, à son juste dosage, sans empiéter sur des choses. Si on met des arbres au bord de route, par exemple, la priorité c'est la sécurité routière, hein. C'est pas de souci. Mais voilà, et donc on a quand même un gros moyen d'action. Ça peut pousser tout seul, ça peut presque ne rien coûter, n'oublions pas, c'est gratuit, parfois, souvent, presque toujours, si on le veut. Voilà. Donc, un petit message en termes d'aménagement. Quelques illustrations, hein, vous voyez, je le disais, bon, les bords de rivière, des arbres qui n'ont jamais été plantés mais qui sont là, des arbres qui sont, on ne le voit pas là, mais c'est sur du calcaire blanc, ça pourrait être juste au-dessus d'ici, hein, de l'autre côté de la Garonne. En attendant, dessous ce calcaire blanc, il y a un peu d'eau, donc là les arbres, même si le milieu a l'air complètement sec, ces arbres ils poussent très bien, ils fournissent un très bon bois. Dans un milieu qui peut paraître hostile. Petite accélération.
Voilà les cas extrêmes qu'on a connus dans nos campagnes. Là, c'est plutôt en Normandie, les fameux pré-vergers. Un petit rappel, parce qu'on ne va pas trop continuer la théorie, mais n'oublions pas que quand on parle d'arbres et d'arbres hors forêt, il y a des choses qui comptent, comme les clairières, par exemple, c'est-à-dire la présence de l'arbre en creux. Et quand vous avez, ça par exemple je le vois en Méditerranée, quand on a la chance d'avoir au milieu d'un petit boisement une parcelle de vigne, ben, je peux vous dire que ça change tout complètement. C'est une clairière dans laquelle il y a une vigne. Je continue. Une image pour vous montrer voilà, les mosaïques paysagères qui existent, c'est juste en dessous d'ici en plus, hein. Évidemment c'est le côté Gers, c'est plus facile pour moi. On voit les parcelles qui existent aujourd'hui, et puis les divisions cadastrales initiales, ça ne veut pas dire qu'il y a des arbres partout, hein, le propos, mais voilà, ça veut dire que quand même, ce paysage de mosaïque qui est justement très permissif pour qu'il y ait l'existence d'un bocage au sens de boisement très lâche, le bocage gascon, qu'on trouve ici aussi, très lâche, qui existait. Voilà, cette mosaïque, elle a changé d'échelle. Et puis voilà, donc illustration, ces fameux arbres pardon, il y a une faute ligne, non, c'est les points, pardon, excusez-moi, je suis confus. L'idée que ces arbres, quand ils existent de manière ponctuelle, ben, c'est pas que les arbres isolés, seuls, remarquables ou pas, c'est aussi des petits bouquets comme ça, et ça c'est très fréquent dans certains paysages du sud-ouest notamment. Évidemment, c'est des arbres comme ça, isolés. Les alignements, ben, c'est tout simplement des arbres alignés, les alignements peuvent être courts. Hein. C'est des haies, mais ça tout le monde connaît plus ou moins la haie, et plus ou moins large. Quand ça commence à être très large, ça s'appelle une bande boisée, effectivement. Et puis souvent, les bandes boisées que l'on connaît, ce sont souvent des chemins plus ou moins creux qui se sont enarbrés, comme on le dit, et qui effectivement aujourd'hui forment... voilà. Mais souvent, quand vous regardez une grosses haies, ben, c'est que dessous, il y a encore un chemin complètement couvert. Et puis l'image de cette haie qui montre qu'effectivement, quand on parle de haie, on parle de diversité. Évidemment, ce n'est pas la haie idéale, mais c'était pour montrer qu'il y avait plusieurs classes d'âge, y compris des classes d'âge en fin de course, et que plusieurs hauteurs sont possibles. Là, elle peut être basse, taillée, très court, très carré, elle peut être très haute, elle peut être très ondulée, elle peut être moyenne, elle peut être tout ce que l'on veut. Tout ça est modulable dans le sens où, de toute manière, il y a obligatoirement dans une haie qui se porte bien, il doit y avoir plusieurs espèces. Sinon, la durabilité, hein, la mono-espèce, c'est pas possible. L'origine de ces haies, c'est quoi? Ben, on s'est rendu compte que peut-être qu'en bricolant des choses comme ça, avec des bois morts, pour le coup, c'est sûr, c'est pas viable, ça va pas durer. Ça va fondre en poussière. Et on s'est dit que peut-être, si la haie, elle est vive, elle est vivante, il faut l'entretenir un peu, mais en attendant, elle est indestructible, puisqu'elle est vivante. Donc elle ne va pas pourrir, elle ne va pas se dégrader, etc. On a eu l'idée de faire des talus. Alors ça, c'est un talus qui vient d'être fait, hein. C'est pour dire que les talus datent, certes, mais on peut encore refaire des talus si on en a besoin, pour enclore. Les bocages, c'est ça aussi, dans l'Écosse. Et puis c'est l'idée tout simplement de mettre les minéraux qu'il peut y avoir dans la parcelle, on les met sur les bordures, et puis ça fait une clôture, et puis que cette clôture, si on n'en prend pas trop soin, la végétation prend le dessus, et on peut très bien se dire, mais tiens, mais pourquoi ne pas en profiter? La vallée d'Or, mais ailleurs dans les Pyrénées, vous reconnaissez peut-être ces paysages, on fait une clôture avec les ardoises, avec les labasses, et puis finalement les arbres poussent, et puis finalement on va bénéficier des arbres aussi, et puis finalement on va mélanger tout ça. Voilà. Donc ces lignes, elles peuvent être aussi en réseau et former effectivement des bocages. Et puis les surfaces, alors effectivement, quand on ne parle pas de forêt, parce qu'il n'y a pas assez de masse pour avoir cet effet forêt, cet effet social de la forêt, nos paysages sont ponctués, notamment, je le répète, dans les endroits qui ne sont pas forcément les plus productifs et les plus favorables à l'arbre, de bosquets, de mocotos. Alors là aussi, il y a toute une statistique et toute une terminologie en fonction de la taille des parcelles. Et puis les complantations, alors là, on en parlera tout à l'heure, on verra comment c'est dans le monde, on verra juste les diapositives, c'est-à-dire le mélange de l'arbre avec le pâturage, et surtout, là, pour le coup, c'est du maraîchage, mais avec d'autres activités où les interactions sont possibles entre les différentes productions. Et un des paysages qu'on a oublié, qui ne concerne pas trop nous ici, mais qui concerne quand même pas mal de territoires en France, c'est la terrasse, et avec ces complantations où il y avait des arbres sur les terrasses productifs,
avec de la vigne, avec quelquefois des cultures, quelquefois il y avait qu'un arbre sur une petite bout de terrasse, et qui permettait d'avoir une activité agricole et de garder de l'eau aussi. Alors, alors là je l'ai promis, je vais essayer de raccourcir un peu. Je vous propose ce petit voyage dans le monde. Alors, statistiques, ça vaut ce que ça vaut. Dans le monde, on considère que 30% des arbres sont hors contexte forestier. Alors là aussi, c'est une histoire de statistiques, où commence la forêt, tout ça, bon, enfin bref. Mais c'est quand même important, quel que soit le nombre, ce qui est intéressant, c'est de dire que ça aussi, ça existe. Ça, c'est important, mais ça aussi, c'est important. Et justement, il y a complémentarité et pas antagonisme. Alors, comment se répartir à la surface de notre globe? C'est le petit cours de géographie. Plus on va être sur l'équateur, plus il va y avoir de l'arbre, que ce soit en masse, en productivité, mais aussi en diversité. Chez nous, zone tempérée, on a en espèces de ligneux, on a environ 140, 160 ligneux les plus répandus. Il y en a plus, mais voilà. Espèces, seulement. Je parle d'espèces, hein. Pas de variétés, d'espèces. Ici, zone ceinture tropicale, on en a 140 000. 1000 fois plus d'espèces. À un tel point que tous les ans, tous les 3 ou 4 jours en moyenne, on découvre une nouvelle espèce. Aujourd'hui encore. Tous les ans, on découvre environ une centaine de nouvelles espèces. Parce que y en a beaucoup, d'une part, et puis parce que les pays qui sont concernés par ça, ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens pour payer des botanistes. Et puis de toute manière, même en France, il y a de moins en moins de botanistes qui s'intéressent à ça. Et donc, effectivement, on va trouver, en remontant, alors là on va remonter vers le nord, il y a cette fameuse ceinture très très verte, très humide, la jungle, on remonte les tropiques secs, on va le voir en image, hein. La zone un peu semi-aride, voire même très aride, voire désertique, puis on remonte, il va y avoir la zone méditerranéenne, cours de géographie classique, c'est ça. Mais le problème c'est que ça se traduit, et d'ailleurs le meilleur traducteur de cette géographie-là, c'est la plante et c'est l'arbre, la présence des arbres. Mais évidemment, il y a des variantes, parce que si vous êtes ici, il y a 4000 mètres d'altitude, ce ne sera pas le même contexte, évidemment, et donc tout ça va varier. Et c'est comme ça que je vais vous proposer une petite balade entre ce cas extrême. Voilà la forêt vierge, à part qu'elle n'est pas vierge du tout, parce que ça c'est cultivé, c'est un jardin en fait, c'est ce qu'on appelle une agro-forêt. C'est un jardin, ça ne se voit pas, mais les gens viennent piloter un peu ça et chercher les fruits de leur travail. Entre ça et ça, voilà le voyage que je vous propose, entre ces deux extrêmes, sachant que la première extrême elle est naturelle, celle-là peut être naturelle aussi, il y a des déserts climatiques, des déserts pour des raisons pédologiques aussi, mais la plupart des déserts que nous connaissons sont des déserts quand même dont l'origine est l'abus ou la surexploitation par l'activité humaine, surpâturage, on met trop même encore aujourd'hui on met le feu dans les savanes pour pouvoir soi-disant les cultiver, enfin, vous voyez c'est... Mon fameux moteur coupe sur le plante, là, il prend à chaque fois un mauvais coup. Alors, ce petit voyage, le voilà, on commence à la ceinture équatoriale où on va voir, on va peut-être pas regarder tout ce dont je parlais, mais ce que l'on appelle des agroforêts, c'est-à-dire vraiment l'image qu'on avait au Colomada, c'est cultivé, ou des forêts jardins, c'est-à-dire on va carrément aménager une plantation pour pouvoir cultiver dessous et profiter de l'abri de l'arbre. On redescend encore. La possibilité d'avoir l'arbre aussi de manière échelonnée. Vous connaissez sans doute, vieux souvenir, la bâtie brûlie. On fait brûler un petit espace, on le cultive, l'arbre reste, hein. Bon, il est à moitié calciné, mais il reste. On fait un peu de lumière, un peu abrité quand même pour pouvoir cultiver. Donc là, c'est une forme aussi d'agroforesterie. Rappelez que la plupart des cultures dont je vous parlais tout à l'heure, elles sont souvent faites sous couvert forestier dans ces conditions-là. Et puis, voilà le genre aussi de plantation, il n'y a pas forcément que des grands arbres, ça peut être aussi des palmiers par exemple, où on va effectivement essayer d'avoir un étagement de la production végétale. On protège en haut, mais ça produit, on protège au milieu, mais ça produit, et en dessous, ça produit aussi. Et on se protège. Et ce qu'on appelle les jardins de cases, les jardins créoles, les jardins des familles qui vivent sous les tropiques. Quand on commence à redescendre, alors je vous laisse le soin de lire, hein, mais les boisements, ça s'éclaircit. C'est plus sec, beaucoup plus sec parfois, mais quand même il y a un peu de verdure, comme on le voyait tout à l'heure. Donc on peut faire pâturer un peu, on peut cultiver un peu, mais de manière un peu moins dense. Mais l'arbre est absolument indispensable, et de toute manière il fait partie des ressources. Dans ce qu'on appelle c'est le terme consacré, hein, des parcs agroforestiers, c'est-à-dire
des lieux comme ça, souvent avec une seule espèce, pas beaucoup, en tout cas de variétés, et on va cultiver des arbres, par exemple le néré pour faire de la farine, le fédérbia pour plein de choses, le rognier c'est l'arbre à palme, la karité que vous connaissez, le gommier, mais quand même il peut y avoir une vraie activité agricole et ça existe. Et puis aussi on peut y fabriquer des bocages, et puis je peux vous dire qu'il y a des pays qui sont en train de le faire, je pense à des amis du Burkina qui sont en train de le faire, je vous conseille de regarder ça sur internet, au Burkina Faso, Terre Verte, qui est en train de refaire un vrai bocage dans un désert qui était improductif et qui maintenant redevient productif. Et puis quand on continue encore, là ça devient un peu plus aride, et donc on va arriver à trouver des situations un peu comme ça, jusqu'à la brousse, et avec des choses qui peuvent être un peu similaires. L'arganeraie, l'arganier, l'argan, vous connaissez j'imagine, c'est pas que de l'huile, c'est pas d'autre chose. Ou la DSA, on va le voir en image, qui est au sud de l'Espagne, ou au sud du Portugal. Je vais vous montrer des images là-dessus, qui sont assez similaires, mais là déjà, on est quand même bassin méditerranéen très, très proche de nous. Là on est déjà un peu plus loin, mais vous voyez qu'il est possible. Alors voilà où encore, parfois, on met le feu pour espérer cultiver, alors qu'on est en train de tuer la fertilité en la stérilisant par le feu. Voilà ce genre de paysage, bon, le baobab là, aussi, qui est vraiment un arbre extrêmement... Sous ces latitudes-là, l'arbre très très important, c'est l'acacia. Alors je ne parle pas du robinier d'ici, mais les acacias, c'est une grande famille qui justement fait partie de ces végétaux qui peuvent fertiliser le sol, qui vont chercher l'eau très profond, et qui sont souvent l'amorce de cette pompe à fertilité. Voilà les paysages qu'on peut trouver. Ça aussi c'est un paysage, bon, effectivement hors forêt, mais qui permet un minimum de ressources. Hein. Je répète, c'est peut-être des feuilles pour le fourrage. On remonte encore. Souvenez-vous ce que je disais sur les oasis, dans des lieux où vraiment c'est très très sec, mais dès qu'on commence à avoir la présence de l'eau, y compris l'eau cachée en profondeur, ben, les arbres sont capables d'aller la chercher et de la faire remonter. C'est le principe de l'oasis, des arbres qui mettent à disposition. Il n'y a pas que les sources dans les oasis, hein, cette verdure et qui permet de cultiver et d'étager même les cultures. Hein. Alors il y a toute une littérature antique même là-dessus, au-dessus des palmiers, en dessous des grenadiers, encore en dessous des cultures et de la vigne, etc. Un oasis vu de l'intérieur. Là, on commence à s'approcher un peu plus des rives de la Méditerranée avec ces paysages nord-africains. C'est pas l'arganeraie, mais ça ressemble. Il y a d'autres arbres aussi. Et là, vous le voyez, c'est plus ou moins cultivé. Donc, évidemment, c'est pas des cultures intensives, mais la vie est encore possible avec des conditions froid quand même la nuit et l'hiver, très chaud et très ensoleillé, beaucoup d'insolation. Ça, c'est quelque chose qui est important pour les végétaux. Il n'y a pas que la chaleur et le vent, ça c'est vraiment très contraignant, mais aussi le rayonnement solaire qui brûle, ça peut poser aussi des problèmes. Donc vous voyez l'idée d'avoir des cultures, ou même des aménagements mixtes là-dessus. Voilà un paysage de l'arganeraie, donc beaucoup d'arganiers, qui fait un fruit extraordinaire, un bois intéressant, et puis surtout ce fourrage. Hein, vous savez, les araignées sont souvent comme ça, et on voit les chèvres grimper dessus pour se nourrir. Voilà. Si on revient un peu chez nous, ben on va dans notre zone tempérée et aussi en partie méditerranéenne, mais moins rude que ce qu'il y a de suite en Nord-Afrique, hein, il suffit de regarder la carte. Ben on va trouver effectivement des boisements clairs aussi, beaucoup plus de bocage, parce qu'il y en a un peu dans les paysages qu'on vient de traverser, et évidemment avec une vocation ou élevage ou culture plus marquée, plus intense, et parfois mixte, la succession des deux. Et dans nos contrées aussi, on va avoir une tentation pour la mono-espèce, et on va quand même avoir l'idée de généraliser. Tout à l'heure, je vous montrais une truffière, on va en revoir. Ben oui, bon, c'est plutôt des oliviers qu'on va généraliser, qu'on va privilégier, plutôt des châtaigniers, plutôt des noyers, plutôt. On va regarder ça vite fait. Alors cette fameuse DSA et Montado, c'est l'Extrémadour, c'est l'Algarve, hein, donc c'est pas très loin d'ici. Vous voyez ça? Là aussi, mes yeux me demandent de voir, si je vois ça, je vois, je sais pas combien, pour ça exactement, mais moi je vois 40 litres d'eau, surtout à la chaleur qu'il fait. Et il faut les trouver. Quand il pleut que 500 mm d'eau, c'est-à-dire moins qu'ici, c'est quasiment un désert. Hein. Vous voyez, c'est vraiment aride, enfin, semi-aride. Ben, vous voyez la présence des arbres, d'ailleurs l'enlèvement de ces arbres est très réglementé, on n'enlève pas les arbres comme ça, ça permet de maintenir, alors parfois c'est très sec, hein, mais cette activité-là, très extensive, avec des cultures aussi, avec de l'eau, il y a même des plans d'eau, figurez-vous, donc c'est quand même pas mal. Et c'est un des endroits d'Europe où il y a le spot de biodiversité le
le plus fort. Beaucoup de pollinisateurs, beaucoup d'oiseaux, alors que normalement c'est un désert. Ça redit ce que je disais tout à l'heure, dans des espaces comme ça, c'est l'arbre qui va faire le climatiseur, qui va faire le faiseur de milieu et de vie. L'oliveraie, alors ça c'était notre tradition, j'allais dire latine et judéo-chrétienne, l'olivier, la vigne, le blé, la trilogie, ben c'est incarné dans la culture d'olivier, comme je vous le disais tout à l'heure, les oliviers n'étaient pas là, et puis on fauche ou on broie à côté, c'était souvent complanté. Au lieu d'entretenir, en entretenant, on produisait autre chose aussi. On faisait d'une pierre deux coups, d'une terre deux coups. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Vous voyez, là, on pourrait cultiver, mais là, ça ne sert strictement qu'à entretenir, le fait de passer une machine. Alors, les noyeraies, extraordinaire aussi comme système, surtout dans le Dauphiné. On cultive dessous, on produit, c'est du verger, on produit un peu de noix, quand même pas mal. Donc, culture annuelle, et puis ça, cerise sur le gâteau, tous les N années, on vend le bois. Mais dans ces cas de figure-là, lorsqu'on est un peu intelligent, le verger, on le renouvelle de manière régulière. Tous les ans, l'agriculteur, il va récolter une vingtaine d'arbres qu'il doit changer. Au lieu de changer toute sa parcelle, il renouvelle avec parcimonie. Ces 20 arbres-là, ça lui rapporte environ 15 000 € par an. Juste que de renouveler, ça vaut quand même le coup, non ? Et voilà. Donc vous voyez, tous les ans, quand on a enclenché la machine de la fertilité, on peut en tirer le profit. Bon, le noyer, c'est un bon exemple parce que jusque-là, ça rapportait des sous, ça risque d'en rapporter. La châtaigneraie aussi. Alors la châtaigneraie, c'est une histoire extraordinaire parce que les châtaigniers ont la particularité de nécessiter des sols acides. Vous voyez, les sols de Bretagne, le Massif central qui sont mauvais et difficiles. Il manque de fertilité. Alors il faut rajouter de la chaux, il faut rajouter du fumier, voilà, c'est très difficile. Et donc ces sols-là, on essayait malgré tout, les ventres noirs de l'Aveyron ou de Bretagne, c'est-à-dire ceux qui mangeaient du sarrasin ou du seigle, ils essayaient de faire produire ces choses-là à grande peine, et c'était compliqué. Et le jour où on a réfléchi, on s'est dit, mais le châtaignier c'est gratuit, et ça produit vachement de protéines, parce qu'une fois que c'est en route, sans effort, je ne suis pas obligé de cultiver toute la journée, je peux avoir de la nourriture. Voilà. Donc on a généralisé dans ces endroits-là le châtaignier, en se rendant compte qu'il était beaucoup plus efficace et rentable qu'une culture autre, à un tel point que, et je m'excuse de ne pas pouvoir vous le préciser, mais vous le retrouverez sans doute, il y a eu un édit, il y a un roi qui a déclaré qu'il était interdit de planter des châtaigniers parce que ça encourageait à la paresse. Alors, il y a beaucoup de châtaigniers en Corse, donc quand on dit ça en Corse, ils rigolent, mais de bon cœur. Voilà. Alors les châtaigneraies, ça peut être ça aussi, vous savez, on peut mettre quelques arbres qui sont un peu dépérissants. Les truffiers, on en a parlé. Extraordinaire aussi comme principe de pouvoir faire plusieurs choses à la fois, et y compris d'être assez malin pour aller chercher les ressources qui sont dans le sol. Alors, le mûrier, on l'a oublié, mais c'était relativement répandu. Et ces plantations-là sont effectivement, ce n'est que de l'arbre fourragé. C'était pour le bombix et puis pour pouvoir faire de la soie, mais et cet arbre fourragé, on va l'utiliser, on l'utilise beaucoup aujourd'hui aussi dans certains pays. On les raccourcit très très vite, c'est très très productif le mûrier pour faire du fourrage pour les animaux, enfin pour le gros bétail. Donc vous voyez, c'est pas perdu. Et puis d'autres pratiques, notamment ici en Garonne et notamment ici dans la Genève, les fameuses biolades. Les biolades, c'est les pleuperets. Et donc on a eu l'idée, quand on plante des pleuperets ou des vergers, mais les pleuperets notamment, on s'est dit, tiens, là aussi, plutôt que de m'embêter entre les rangs, à entretenir, à empêcher qu'il y ait trop de concurrence, et au lieu de m'embêter à faire ça, je vais m'embêter, mais je vais produire quelque chose, notamment du maïs. Donc ces biolades, étaient souvent... Ça, c'est une photo qui a 2 ans, ça existe encore. En attendant que l'arbre prenne le dessus, si on veut que ce soit durable, on peut espacer les arbres et aussi cultiver. Et pour les vergers, c'est pareil. Les premières années. Mais alors là, on va avoir des systèmes traditionnels. Là aussi, on n'a rien inventé quand on parle de ça. Ceci, par exemple. Et puis surtout, tous les paysages d'élevage où l'arbre est incontournable, puisqu'on est encore en train aujourd'hui encore de discuter ou d'essayer de redécouvrir que c'est quand même mieux. Quand un animal, il est dans un paysage d'arbres, il est à l'abri, il peut se nourrir des feuilles, tout ça, bon ça d'accord. Mais en plus, on s'est rendu compte d'autre chose, c'est que l'animal est capable de faire de l'automédication, c'est-à-dire dès que ça va pas trop bien, dès qu'il sent quelque chose, il peut aller chercher certaines substances dont il a l'instinct. Les exemples sont pléthores. Et aussi que c'était quand même beaucoup plus intéressant pour un être vivant animé, comme nous,
de pouvoir avoir un paysage diversifié, des ressources alimentaires diversifiées, parce que comme ça on s'ennuie moins, et puis surtout on est plus en sécurité, et on stresse moins. Et même pour les animaux c'est pareil. Un parcours d'élevage, et voilà, on circule, tiens tout d'un coup je vais là parce que là il fait l'ombre là maintenant, et puis après je vais là, et puis là il y a telle ressource, et puis là il y a telle autre, et puis demain ou dans 2 mois il y aura telle autre, et puis j'ai envie d'aller là, et voilà. Et c'est quand même ça qui fait aussi, qui participe à la production agricole, quoi qu'on en dise. Alors, la production, l'association arbre et élevage, souvent, c'est le pré et les arbres à bois. Les arbres pas forestiers, ils ne sont pas en forêt, hein, mais à bois. Et à feuilles, parce que ça participe quand même beaucoup. Voilà. Alors là, ça vient quand même d'une nécessité aujourd'hui à enclore les parcelles où il y a des troupeaux, mais en fait, si on revient quelques années en arrière, c'est plutôt l'idée de exclore, j'allais dire, c'est plutôt de faire des exclos. C'est-à-dire on protège, vous vous souvenez tout à l'heure, l'ortus, la guerre, etc. On protège l'endroit que l'on a de précieux. Et puis la faune, qu'elle soit sauvage ou plus ou moins domestique, on la met à l'extérieur du jardin, à l'extérieur du champ. Autrefois c'était comme ça. Maintenant c'est l'inverse, au contraire, on empêche, on garde, on contient le troupeau. Mais l'idée, c'était quand même ça. Et aujourd'hui d'enclore, et comme je le disais, plutôt avec des clôtures vivantes. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est quand même pas la majorité des agriculteurs, hein, je vous rassure, mais il y a quand même des gens qui recommencent à faire des haies blessées, vous savez, tricotées, tressées, parce qu'ils se sont rendus compte que finalement il y a un peu d'entretien, mais au moins il n'y a pas besoin de retaper les piquets, de changer les barbelés, de ceci et cela. Et il y en a qui le font, qui investissent un peu plus au début, puis après ils disent, mais au moins, mais finalement autrefois, voilà, ça demande quand même un peu de surveillance, hein, puisque vous savez que lorsque le barbelé est sorti, vous savez comment on l'appelait? On l'appelait le fil de ronce. C'est poétique, vous voyez. Mais ça a précipité, entre autres choses, la destruction de pas mal de haies. Alors, entre ce qu'on appelle le sylvopastoralisme, l'association, disons, arbre et animal, entre le pré et la forêt pâturée, comme vous le voyez, et comme on va le voir, il y a plein d'étapes possibles. Je m'explique. Le pré avec un seul arbre dessus, ça commence à se densifier un peu, ça continue, c'est ce qu'on appelle un pré-bois, prairie boisée, pré-bois. Hein. Ça se densifie, ça c'est encore un pré-bois. Il peut y avoir des résineux, hein, comme dans le Jura ou ailleurs, et ainsi de suite, jusqu'à la forêt, où on va passer vide, on ne va pas trop mettre de pression sur les repousses, etc. Mais la forêt qui sert aussi, voilà. Et puis comme on le disait tout à l'heure aussi, l'idée que effectivement, il y a des landes aussi, ou des espaces qui ne sont ni forêt, ni champs, qui peuvent servir. Et pour le coup, ces landes qui sont souvent incultes, quand on y met les animaux, ben, ils nous ramènent aussi du fumier. Et c'est une forme de transhumance. C'est-à-dire les milieux que l'on a, vous voyez, sur les coteaux les plus difficiles, etc., ça permet de nourrir les animaux. Ces animaux, ben, on peut en récupérer les excréments, c'est ce qui se passait autrefois, pour participer à nourrir ces milieux-là, ou pour exporter ce fumier, ou ces excréments, dans les pennes pour encore mieux les fertiliser. Pardon. Et puis des formes modernes d'associations arboriculture avec des aménagements. Voilà. Par exemple, vous voyez, ça c'est un bâtiment de volaille avec des boisements au milieu, des haies autour, enfin tout est imaginable. Toujours la même chose, des points, des surfaces qui peuvent aider. Alors là c'était pour les arbres à bois, mais pour les arbres à fruits, c'est exactement la même gradation. D'un pré avec un petit arbre au milieu au verger complètement pâturé, on va retrouver cette gradation-là. Mais n'oublions pas que quelquefois, certes, on va utiliser, vous connaissez les pré-vergers normands, j'imagine, vous savez, dans tout cet imaginaire, ces pré-vergers qui font ou de la poire ou de la pomme, qui peuvent faire du calva, qui peuvent faire du beurre, du camembert, qui peuvent faire du lait, qui font de l'herbe, qui font du bois aussi, parce que ces pommiers-là peuvent avoir une certaine valeur en bois. Voilà. Donc vous voyez, toute la seule production, l'intensification d'une production qu'on peut avoir, hein, avec des interactions positives, les animaux qui vont fertiliser les arbres qui vont abriter les animaux, mais en même temps, tout ça, ça produit beaucoup plus que les choses. Alors voilà, c'est tout simple. Hein. Du pré-arboré au pré-verger, c'est le terme, au verger pâturé, il y a toute une gamme de paysages qui existent. Je vous propose juste de regarder. Voilà. Ça, c'est en Lorraine, les fameux mirabiliers, sous lesquels on fait pâturer. Et là, pour le coup, c'est un vrai verger très dense. Et bon, là, il n'y a pas beaucoup de production d'herbe, mais en attendant, pour entretenir, hop, on fait passer rapidement vers un troupeau, et puis voilà. Et puis,
l'invention du bocage, qui est très récente, allez, en moyenne 200 ans, globalement, pour la plupart des bocages que l'on connaît. Il y a eu d'autres petits bocages à une époque, mais ne pas confondre, quand on dit les bocages existent depuis bien avant les Romains, ou depuis les Romains, ce n'est pas vrai, c'est les enclos qui existaient. Mais des paysages si vastes, quadrillés par des... etc., c'est né notamment, c'est beaucoup développé en tout cas, avec l'urbanisation et la révolution industrielle du 19e, un peu avant aussi, parce qu'on avait besoin de produire beaucoup de viande pour les villes, beaucoup de lait, beaucoup d'alcool pour les villes aussi, et pour les canons. Il y a eu de véritables business d'alcool de pomme pour pouvoir nettoyer la poudre, c'était comme ça qu'on faisait autrefois. Voilà. Il y a eu une grosse demande industrielle, et les bocages ont en partie répondu à cette demande, ce n'était pas forcément la forêt. Le bocage, il y a trois grandes époques et trois grandes catégories. Le bocage, il y a longtemps qu'on voit que si on déplume un peu trop, les versants trop raides et trop instables, si on enlève cette résille, eh bien, tout part, tout s'en va. Donc on s'est dit, c'est pompeusement le terme scientifique, un bocage organique, on ne peut pas faire autrement. Ce bocage organique, on l'a copié, c'est ce que je viens de vous raconter. On s'est dit, tiens, en bordure, on met un pilotis qui va produire plus, et puis on va avoir aussi de la viande, du lait, cette idée de production. Finalement, c'est pas tellement bête d'utiliser la bordure dite improductive pour faire cracher de la biomasse, je le répète. Et ensuite, pour des raisons surtout climatiques, alors c'est la grande vague aujourd'hui de bocage, qui existe encore, hein, pour des raisons climatiques. Alors, les grandes plaines américaines, il y a eu un embocagement massif, en Ukraine aussi, et sur le fleuve Jaune, qui était complètement désertique, avec des tempêtes de poussière il y a 50 ans. On l'a reverdi, hein, c'est un jeu de mots, et en attendant, il y a un vrai bocage assez massif, et maintenant on commence à cultiver 40 ans après, et il n'y a plus de tempête de poussière. Vous voyez, c'est quand même particulier. Les grands bocages que l'on connaît sont sur la côte atlantique, mais encore aujourd'hui, jusqu'au Danemark, on développe des bocages pour pouvoir être protégés. Et nous, on a un bocage français. Je vais passer sur cette diapositive, on en a parlé. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du bocage gascon, le voilà. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des petites alvéoles bien jolies, bien carrées, c'est toute une autre gamme. D'autres gammes possibles. Ça, c'est le bocage anglais, au nord de Londres, par exemple. Ça, c'est un des derniers bocages qui a été lié à la possibilité de cultiver plus par l'irrigation. C'est le comtat vénécin, autour d'Avignon. Donc des petites alvéoles, avec non pas des brises-vents, mais des coupes-vents, le Mistral. On sait dans quel sens elles sont, hein, le Mistral, pour pouvoir cultiver. Vous imaginez l'assèchement que ça représente pour des salades, des légumes, etc. Donc un bocage qui a été décidé de manière massive et de manière collective, on ne peut pas cultiver sans protection. Le dernier bocage qui a commencé, c'est l'île de Bas en Bretagne, en 1976, qui s'est poursuivi. Voilà le paysage, hein, où les agriculteurs se sont dit, mince, enfin, les maraîchers notamment se sont dit, mince, le sol n'est pas trop mauvais, il y a de la pluie, etc., mais on ne peut pas cultiver, il y a trop d'embruns, trop de vent, trop de... Et voilà. Et si vous y allez aujourd'hui, c'est le dernier bocage. Voilà. Même si aujourd'hui on continue à planter des haies, mais de manière, comment dire, complète et territorialisée, c'est pas le cas. Alors là, pour le coup, un bocage assez exceptionnel. Les bocages de marais, vous voyez, j'ai bien mis exprès maraîchage, ça vient quand même de cette idée de marais et d'assèchement, effectivement, de faire un aménagement plutôt rectiligne. Bon, le marais Poitevin, c'est un des exemples les plus complets. Chaque parcelle est une île. Chaque parcelle est bordée de haies ou d'arbres cultivés et tétés, d'arbres très très productifs, les peupliers du Poitou, des arbres presque tropicaux, énormes. Et voilà, donc ça, si vous avez l'occasion de visiter, c'est vraiment, c'est un des espaces les plus productifs que l'on puisse connaître, et un des espaces qui est le plus en déshérence aujourd'hui, ce qui prouve la crise de notre rapport à la production de la nature. Ça reviendra, hein, il y a du potentiel, mais il y avait un maraîchage et même de la production de bois florissante il y a encore quelques dizaines d'années, et aujourd'hui c'est complètement à l'abandon, alors que c'est des centaines, des milliers de kilomètres d'aménagement, de canaux qui sont complètement artificiels. Voilà. Mais tôt ou tard ça reviendra, on a besoin de terres comme celle-ci. Et puis les fameuses complantations, les mélanges, alors j'accélère un peu parce que j'avoue que j'étais un peu long. Voilà. Alors ces fameux mélanges, on connaît, on a tous entendu parler de la huerta espagnole. Là, pour le coup, c'est des choux sous des oliviers, mais vous voyez la protection, la complémentarité. C'est inspiré de ce qu'on appelle la cultura promiscua, c'est-à-dire en Méditerranée, la nécessité de protéger certaines cultures et de les
des ombragés pour éviter les phénomènes d'insolation, etc. Mais il n'y a pas besoin de la Méditerranée. Ça, c'est en Charente. Ici, il y en a plein. Et avec une spécificité dans le sud, c'est qu'il y a les cultures, il y a l'arbre, et puis il y a une sorte d'intermédiaire qui est normalement une liane, qui a bien besoin d'un support pour se développer. Si on la conduit, nous, humains, on va l'utiliser comme une strate un peu intermédiaire entre les plantes du bas et les arbres du haut. Mais il ne faut pas oublier que, comme tout à l'heure je vous le disais, les étaient vivantes, c'était plus facile. Mais quelquefois, les piquets des vignes étaient vivantes, c'était les arbres, tout simplement, ce qu'on appelle des hautains. Et la vigne, comme elle le fait dans la nature, était mariée, c'est le terme consacré, aux arbres, dans un système qui est vieux depuis la nuit des temps, qui date même d'avant les Étrusques, que les Étrusques appelaient le système arbustra. Alors là, tout est possible. Ça existe encore, c'est dans la plaine du Pô. La vigne qui est capable de pousser et d'être récoltée, notamment dans les pentes par terre, on faisait tout pour éviter ça, notamment dans les plaines, parce que quand ça gèle, quand il y a trop d'eau, on essayait de la mettre hors de tout ça. Vous voyez, c'est des arbres vivants avec des aménagements un peu particuliers. Ça, c'est dans le sud de l'Italie, notamment en Sicile. Là, vous voyez, là, les vandales se font à 20 mètres de haut. Je l'ai dit 20 mètres, hein, pas 10 ou 12. Sur des peupliers. Ça donne un vin un peu particulier avec, voilà, avec une association. Et même pour la petite histoire, certains de ces peupliers, parfois, on récolte des champignons qui sont dessous. Et là aussi, il y a une sorte de polyculture qui se met. Et chez nous, ça existe aussi, et ça existe encore. À quelques mètres d'ici, il y a encore des jouales, c'est-à-dire des vignes avec des arbres dedans, et puis surtout, entre une canse, c'est-à-dire la surface qui est cultivée. La même chose en Italie, la piantata, ça vient de là. La croze en Savoie, c'est la même chose. Ce n'est pas des paysages qui ont disparu, c'est des paysages qui sont très minoritaires. Mais des jouales, il y en a. Et il y en a qui en refabriquent aujourd'hui, dans leur jardin. Voilà un schéma d'une piantata. Et souvent, et d'ailleurs, comme l'avait très bien décrit Evelyne Le Terme, cette largeur de joual qui était conditionnée ou par la largeur de l'attelage de bœuf, ou alors par le geste du semeur, qui parfois pouvait aller jusqu'à 20 mètres ou 2 fois 10 mètres, et on essayait d'avoir des espacements de rangées en fonction de ça. Voilà à peu près toutes les combinaisons que vous pouvez avoir. Bon, ça c'est tout récent, hein. C'est une rangée d'arbres, voilà, parmi la vigne. La grande nécessité quand même, et de plus en plus, on parlait de réchauffement climatique, de besoin d'avoir des auxiliaires de culture, d'avoir des brise-vents aussi à proximité des vignes. Dans le Midi, c'est plutôt du cyprès comme on l'a vu, mais c'est vraiment une nécessité, y compris pour la vigne, qui a besoin de beaucoup d'eau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et d'un certain confort thermique et mécanique aussi. Voilà à peu près les nouveaux aménagements que l'on peut faire, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de mettre, c'est compatible avec la mécanisation, on ne va pas faire des jouales avec des arbres n'importe où, mais on peut très bien remettre de l'arbre dans la vigne en utilisant ce type de principe. Et puis une association assez extraordinaire aussi, des arbres, des vignes, puis des moutons pour pouvoir entretenir. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je ne vais pas vous prendre trop de temps. Voilà. Je n'ai pas oublié, si on a un bon exemple aussi, que même quand on a des arbres, ben, il faut protéger, ils demandent d'être protégés par des arbres plus grands aussi. C'est le cas des haies brise-vents ou même de l'agroforesterie avec des arbres plus grands au milieu des vergers, qui vont jouer pas tout à fait, pas entièrement le même rôle que les filets, mais en partie, en tout cas, évidemment, c'est pas la même chose, mais en tout cas de brise-vent on en a besoin, et surtout de présence d'autres végétaux pour abriter des auxiliaires. Et je vous garantis qu'il y a des gros producteurs de légumes qui sont très soucieux, et l'INRA a beaucoup travaillé là-dessus, d'avoir des variétés qui leur permettent d'avoir des auxiliaires de culture, de ménager des chauves-souris, des oiseaux, des insectes, pour baisser fortement leur indice, leur fréquence de traitement. Parce que vous le savez sans doute, mais au bout d'un certain nombre de traitements, certains fruits peuvent être déclassés et dire bon là il y a eu trop de traitements, c'est trop dangereux. On le sait, les fruits entre guillemets industriels demandent beaucoup de traitements. Et puis une nouvelle forme d'agroforesterie aussi, on peut mettre les arbres en plein champ, c'est tout à fait mécanisable, c'est ce que l'on fait. La littérature existe là-dessus, tout est possible en termes d'aménagement. Excusez-moi. Et puis lorsqu'on parle d'association arbre-agriculture, il y a aussi tout ça. Pour le coup, il y a des choses très particulières. On considère que, vous voyez par exemple dans les mangroves, je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est important aussi, les mangroves, ça prend beaucoup d'espace sur notre planète aussi.
la mangrove peut être considérée comme étant agroforestière parce que c'est là où on fait aussi, c'est là où il y a naturellement des élevages de crustacés, des choses comme ça, et dans les racines des arbres qui plongent dans ces eaux marines des côtes. Il y a effectivement la possibilité de cultiver des champignons, d'élever des élevages, de manière artificielle, ça existe, de faire de l'apiculture, mais c'est vrai que sans arbre, un paysage sans arbre ne peut pas accueillir d'apiculture. Hein. Il faut aussi qu'il y ait ces habitats et puis qu'il y ait cette ressource alimentaire que permettent les arbres au-delà des cultures, par exemple. Et puis, comme autre forme, il y a aussi tout ce qu'on peut trouver dans la forêt, parce que ça existe vraiment, la récolte de mousse, de lichen, d'aiguilles. Par exemple, pour les fêtes de Noël, il y a des gens qui vont où il y a des forêts qui sont consacrées à ça. Je ne parle pas de sapin de Noël, hein. Je parle vraiment de ressources, des écorces, ou même du shiitake, vous savez, le champignon chinois, qui lui, est élevé sur des troncs morts, mais en situation, dans cette enveloppe forestière, qui permet d'avoir cette humidité, cette chaleur relative. Voilà. Des cas extrêmes comme ceci, c'est en Amérique, mais ça existe aussi sous le tropique, en Amérique du Nord, mais sous le tropique, l'idée de cloisonner, de faire des couloirs de culture pour protéger du vent. Je ne vous ai pas montré les images des grandes plaines qui se sont rembocagées, ni du fleuve jaune, j'aurais pu le faire, je ne l'ai pas fait. Ça, c'est très particulier comme système, mais bon, ça existe. On a chez nous d'autres formes. Alors déjà, chez nous, l'arbre, il existe aussi en ville, on va aller très vite là-dessus, mais quand même, je ne sais pas si vous voyez bien cette image, on a cherché à rapprocher le plus possible, de mettre un second toit à la maison, une seconde couche protectrice, une extension du toit avec l'arbre, et pour pouvoir, notamment dans nos contrées, profiter du climat relativement clément. Ce qu'on appelle une garenne ici, vous voyez, ça c'est plutôt effectivement dans mon pays, mais c'est assez fréquent ailleurs en France, l'idée d'avoir ce tampon climatique et thermique qui protège des vents du nord-ouest et de protéger la maison. Mais pour le coup, ça sert aussi à faire pâturer, ça sert aussi à faire du bois, etc. bien sûr. Un cas extrême, celui-là aussi, ça c'est pour la déco, c'est des arbres, c'est des acacias, c'est juste pour faire de la déco. Mais par contre, pour des raisons plus utilitaires, on voit surtout ça dans l'est de la France, notamment, mais ailleurs aussi, avoir des fruits et de profiter de l'inertie et du relais thermique qu'offre ça on a déjà vu, la chaleur d'un mur. Voilà, alors le cas extrême c'est ça aussi, hein. Vous voyez, qui accélère aussi. Chez nos voisins, tout près d'ici, les Riales, vous connaissez aussi. Alors ça, pour le coup, une vraie agroforesterie. Certes, ça protège les maisons, etc., mais c'était le lieu de pâture, le lieu de nourrissage avec du gland aussi. C'était un des lieux où on pouvait avoir de l'arbre et profiter, dans la lande qui n'était pas très hospitalière, de faire de l'élevage de pour à vivre. Un cas extrême aussi, c'est ce qu'on appelle le Clos Mazur, c'est en Normandie. De pouvoir faire une forteresse de terre et d'arbres. Les murs sont parfois très hauts, des murs en terre, hein, une terre naturelle. Des arbres dessus, souvent des hêtres. Et puis là-dessus, même s'il y a des champs ou d'autres productions autour, d'avoir dans cette forteresse agricole des vergers, des jardins, ces lignes d'arbres. Et voilà, c'est une exploitation enclose, mais très très particulière. Aussi une forme d'agroforesterie, mais en tout cas vraiment en Normandie quelque chose de très identitaire, c'est manoir en forteresse. Chez nous, on a quand même voulu, quand je dis chez nous, c'est la France et même l'Europe, hein, quand on a voulu vraiment embellir et profiter de notre richesse, notamment coloniale d'ailleurs, qui venait de l'extérieur, on a recyclé nos vieux châteaux, nos demeures un peu significatives, en un château bourgeois. L'architecture, oui, mais de suite, on a souhaité que l'extérieur soit en rapport avec cette noblesse-là, lui donner un apparat, une noblesse apparente. Et on a effectivement importé, acclimaté un maximum d'arbres, ce qui est d'ailleurs légitime, ça nous a permis de voir que certains végétaux étaient les bienvenus. Et il faut savoir que ces arbres-là, qui aujourd'hui ont 150 ans, c'est tout récent ça aussi, maximum, ils ont fait l'objet d'un négoce extraordinaire avec à Bordeaux, à Nantes, des stations sur les ports d'acclimatation et surtout de stockage de ces végétaux à destination de cette nouvelle demande. Voilà. Donc il y a eu vraiment la mondialisation de l'arbre existe depuis longtemps et ça on peut le lire aujourd'hui dans nos paysages sous cette forme-là.
celle-là aussi. Et ne pas oublier une notion importante, bon, on est à Versailles, que même les plus grands princes et ceux qui ont le plus de pouvoir, ben, ils sont obligés d'avoir recours à des arbres de pays, souvent, aux arbres qui, eux, sont les seuls à pouvoir pousser ici. Et même si on est un grand prélat, un grand prince, ben, on ne peut pas mettre des orangers ici. Les orangers, on va les mettre à l'orangerie, certes, mais on est bien obligé de faire avec le terroir et de se dire, ben, voilà, ce qui va pousser et ce qui va rester là, ça va être ben, voilà, de l'érable champêtre, du charme, des choses comme ça. Des espèces extrêmement ordinaires. Le jardin, on en a parlé, le jardin que l'on enclôt, que l'on protège du sanglier, des animaux, tout ce qu'on veut, et dans lequel on essaie de mettre de l'arbre, même dans les jardins familiaux comme ceci. Alors évidemment, le jardin, la tentation, c'est quand même de mettre de l'arbre fruitier, puisque là, tout est productif, bien sûr. Puis l'arbre en ville, très important l'arbre en ville, on s'en rend compte aujourd'hui, alors que les platanes commencent à déserter, mais pas tant que ça quand même, nos villes du sud-est. Alors c'est vrai que c'est un mobilier vivant, attractif, qui amène de la vie en ville et de la saison, bon, ça on le sait bien, mais de plus en plus on se rend compte que l'arbre a un rôle climatiseur fondamental. Alors là, si ça disparaît, là on est à Prague, je pense, ou à Céré, si ça disparaît, là les conditions climatiques vont beaucoup bouger, ça c'est vraiment un souci. À savoir aujourd'hui que beaucoup d'études montrent que les îlots de chaleur peuvent être vraiment très atténués par la présence d'arbres, et que surtout, il y a même des villes aujourd'hui qui lancent dans le monde des programmes de plantation très massifs, presque de la foresterie urbaine, je dirais, ou de l'agroforesterie urbaine, et qui en plus publient leur indice de canopée, c'est-à-dire de dire, oui, nous, dans notre ville, on a tant de présence d'arbres, c'est chouette. Ça participe à améliorer l'image de marque. Donc ça, c'est une chose, et pour le coup, une des villes en Europe où il y a le plus d'arbres, c'est Madrid, par exemple. Et je crois qu'on peut comprendre pourquoi. Il y a quand même beaucoup de soleil. Quelques vues, là, bon, j'ai bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voilà. Voilà, ça, c'est tout à côté d'ici, c'est à la Vardac, par exemple, vous voyez. L'idée d'avoir de la couverture. On peut aller très loin, ça c'est une rue de Paris, on peut aller très loin dans la présence de végétaux dans la rue. Surtout quand elle n'est pas forcément... Même si l'arbre urbain est malmené, il y a la voiture, Et il y a une chose que j'ai oublié d'évoquer, le rôle climatiseur, mais aussi un rôle extrêmement important, notamment en ville, qui est limité en fonction du nombre d'arbres. Mais l'arbre a un rôle désinfectant. Ce qu'on appelle un rôle phytoncide, c'est-à-dire qu'il est capable de d'épurer certains virus, certaines bactéries qui peuvent être mauvaises. Il arrive à épurer certains métaux lourds, certaines poussières qui flottent dans l'air. Et ça, c'est une notion importante. Et puis surtout, il fait un brassage d'air qui est quasiment imperceptible, il hydrate l'air et il purge aussi certains ions positifs, les ions positifs étant négatifs pour nous. Et ce rôle-là est vraiment important, un rôle de tranquillisation et puis de changement d'atmosphère qui est beaucoup plus important, imperceptible, parce qu'on ne le sent pas de suite, on ne sent pas un courant d'air, on ne sent pas un climatiseur nous souffler dessus, un ventilateur nous souffler dessus, mais voilà. Et puis évidemment l'aspect esthétique, qu'on cherche à avoir, et là aussi, je ne sais pas si ça c'est très fréquent aussi, vous voyez à peu près jusqu'où on peut aller dans la sculpture. Voilà. Ça peut être aussi ça, non, vous voyez, de manière beaucoup moins poétique, je peux vous dire que c'est important ça, vous voyez. Les poubelles qui sont ombragées, c'est plutôt chouette, pas que pour des raisons esthétiques, pour aussi des raisons... C'est aussi des endroits, alors on voit peut-être pas bien l'image là, je m'en excuse, mais peut-être que s'il n'y avait pas ce tilleul, il n'y aurait peut-être pas ces contes qui seraient prodigués dehors, ils seraient peut-être dans une salle. Et puis bien sûr, comme on le disait, l'idée de la symbolique, l'idée des messages qu'on fait passer à travers l'arbre, en tant que symbole, et puis en tant que parure, mais aussi signature, on peut donner sa signature dans l'espace l'arbre. Ne regardons pas ça, c'était juste pour vous montrer la liste énorme de lieux publics dans lesquels, sans rien changer non plus, on peut rajouter 1, 2, 20, 40 arbres, un seul. Voilà ce dont toutes nos collectivités disposent comme type d'espace où l'arbre peut revenir tranquillement, pas mettre les arbres partout. Et c'est important. Donc ça, on le diffuse aussi auprès des élus, ils le savent. Et puis pour vous montrer aussi qu'un arbre, si vraiment on change notre regard, ça ne gêne jamais. On peut toujours s'accommoder d'un arbre, surtout pour ce genre d'activité. Quand on n'en a pas besoin, surtout ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On peut se dire, bon là, j'ai besoin de l'espace, pardon. Moi aussi je fais partie de la nature, je suis humain, j'ai besoin de cet espace-là. Mais d'abord, je vérifie quand même que j'en ai besoin. Je
principe de précaution dont je parlais tout à l'heure. Et puis comme on est en Gascogne, ben voilà. Voilà, décidément en Gascon. Alors autrefois, nous Gascons, on avait un peu tout ça, ici. On l'a encore toujours, c'est-à-dire c'est pourquoi notre structure existe. Parce qu'il y a encore plein d'arbres, des endroits il en manque un peu, mais on a encore des choses à faire. Et là aussi, l'idée c'est pas de mettre des arbres, c'est d'amener l'arbre là où on en a le plus besoin et de manière la plus mesurée et surtout adaptée, intégrée possible. Et je finirai là-dessus, sur cette petite blague. Voilà. Merci, en tout cas, j'ai été un peu trop long, mais je voulais vraiment expliquer tout ça.